Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échecs, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la fabrique à neurones et du parcours de sa créatrice Marie Prévost. Avec elle, on parlera de ses recherches en neurosciences sous la neige de Montréal et en France entre Grenoble et Chambéry. La fabrique à neurones est née de l'envie de Marie d'accompagner nos aînés sur le chemin du bien vieillir en bonne santé cognitive. Une opportunité en entraînant une autre, la fabrique à neurones se développe et s'adresse désormais au monde de l'entreprise et aux enjeux du bien-être au travail et même aux tout petits dès la maternelle. Je vous laisse maintenant découvrir tout ça. Bonne écoute. Bonjour Marie. Salut Marjolaine. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi à Chambéry. Mais merci de venir jusqu'aussi loin. Si loin, ça va. Depuis Lyon, c'est gérable encore. Merci de m'accueillir donc chez toi à Chambéry pour parler de ton parcours d'entrepreneur et pour parler de ta boîte, la fabrique à neurones. Donc j'ai une espèce de petite phrase traditionnelle, je me la pète un peu, hein. J'ai que 3 épisodes au compteur, mais on va dire... Ça fait déjà une habitude. C'est ça, donc une phrase traditionnelle. Et en gros, je me demandais... tu te rêvais dans quel métier quand tu étais petite? Est-ce que tes parents ou tes professeurs à l'école t'ont dit un jour, toi, c'est sûr, tu feras ce type de métier, t'es faite pour ça? Non, alors j'ai vraiment pas le souvenir que ni mes parents ni mes professeurs ne m'aient imaginé dans aucun métier. Ils me l'ont pas dit en tout cas. D'accord. Et moi je rêvais d'être secrétaire. C'est drôle que D'accord. tu me poses ça comme question parce qu'on me l'a posé il y a pas longtemps et j'étais là, c'est vrai que c'était mon rêve. D'être secrétaire. D'être secrétaire, j'avais l'impression, tu vois, que elle gérait tout un tas de trucs. Elles avaient toujours dans ma tête, dans mon imaginaire, tout un tas de dossiers, des enveloppes, des trucs, des tampons. Ça avait l'air hyper sérieux, puis elles avaient l'air hyper efficaces. Ouais. Tu vois, il se passait plein de choses. Et ça me faisait rêver, quoi. J'ai l'impression, tu vois, qu'elles étaient grave en contrôle, là, avec tous ces trucs. Donc, je voulais être secrétaire. Mais je savais pas du tout ce que c'était qu'être secrétaire, tu vois. Juste, je trouvais ça génial. D'accord. Donc, à l'école, tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être pas forcément... Enfin, c'était un bac pro secrétariat. Je sais pas si tu t'es même posé la question. Je me suis même pas posé la question. Non. Ça, c'était vraiment un trip. J'étais au primaire, ouais. Tu vois. D'accord, voilà. Ouais. Et c'était tout. Je me souviens que je découpais des petites feuilles, j'écrivais n'importe quoi dessus, comme si j'étais... et je rangeais, je faisais des trucs comme ça. Alors, je suis pas une grande fan du rangement, mais là, je trouvais ça génial. Ça t'inspirait. Voilà, ça m'inspirait. Je pense peut-être le côté, effectivement, de gérer plein de trucs, le contrôle de tout ça. Peut-être c'est ça, je sais pas, mais... Non, mais je comprends assez. Moi, c'était avec la pharmacienne... de Arthur-Couze, un charmant petit village dans le Puy-de-Dôme, où tu sais, elle décollait les étiquettes sur les médicaments, elle collait sur les ordonnances, etc. Il y avait tellement de bazar, tellement de feuilles, elle avait l'air extrêmement occupée. Donc moi, c'était pharmacienne. Le même génial. genre d'avoir plein de papiers, coller les étiquettes, tamponner, être très affairée, très sérieuse. Enfin bon, bref, voilà. C'est bien, on se comprend. On se comprend. Du coup, t'es au primaire, tu vas être secrétaire. Ouais. Bon, tu rentres au collège. Ouais. Est-ce que tu as une idée? Quand est-ce que ça vient ton idée? Pas Est-ce que tu as d'autres idées? Non, et surtout je pense pas, je sais pas du tout ce que je veux faire et j'y pense pas, tu vois. D'accord, c'est un non-sujet. Je vais à l'école, complet. Je sais pas du tout, j'avais des copines, je savais qu'elles avaient des métiers de prédilection, tu vois. Il y a déjà une idée, ouais. Voilà, moi pas du tout, je savais absolument pas ce que j'allais faire. Comme tout le monde, à un moment j'aimais bien les animaux, alors tu vois, je pensais à des trucs de vétérinaire. J'ai eu aussi un petit trip, tu sais, d'être, pas de documentaliste, mais enfin je sais pas comment on dit... tous ceux qui sont dans les documentaires et qui s'occupent des animaux, tu vois. D'accord, je savais pas c'était quoi ce genre de métier. D'accord. En fait, c'est des biologistes, animaliers, biologistes, océanographes. Donc j'avais un peu ces tripes là parce que j'aimais bien les animaux, mais rien de très sérieux. J'ai même pas regardé
et quelle étude il fallait faire pour faire ce genre de métier, tu vois, c'était juste comme ça. Non, moi j'ai vraiment suivi mes études depuis la maternelle jusqu'à très tard, juste en suivant, quoi, tu vois. J'aimais bien apprendre, ça s'est bien passé, mais je savais pas ce que je voulais faire avant mes 23 ans, tu vois, hyper tard. D'accord, mais t'as fait une filière S quand même. J'ai fait une filière S, absolument. Parce que ça ouvre des portes. Exactement. C'était, là pour le coup, c'était vraiment mes parents, mon père, ma mère m'avaient dit... quitte à ne pas savoir quoi faire, fais S. C'est plus facile, tu vois, de revenir à L quand t'as fait S que d'aller dans S quand t'as fait L. Ouais. Je sais plus ce que j'ai dit, mais on se comprend. On a compris l'idée. Et du coup, j'ai fait ça. Et moi, j'étais assez scientifique de toute façon dans ma façon de penser, donc ça marchait très bien. D'accord, mais alors tu passes ton bac ? Je passe mon bac. J'ai le bac avec genre 10, quelque chose, mais vraiment... Mais t'as ton bac. Mais voilà. Et vraiment, autant j'étais bonne au primaire, au collège, autant au lycée... je faisais le minimum, quoi. Là, c'était fini de bosser, tu vois. Je vivais sur mes acquis et heureusement, j'étais pas trop nulle. Du coup, ça m'a permis de faire un lycée tranquille et d'avoir mon bac, mais ric-rac. Mais je l'ai eu. Du premier coup. Donc voilà, bac S, sans aucune mention, très bien. mais contrat rempli. Voilà. Et bah oui, mais il faut se lancer dans les études supérieures. Enfin, la voie, qu'est-ce que normalement, je fais après ça on continue. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'inscris en mathématiques, figure-toi. Donc à l'époque, c'était maths appliquées aux sciences sociales, MAS. Ok. Parce que j'avais un espèce de fantasme sur les mathématiques. Pour moi, ça allait m'expliquer l'univers, m'expliquer tout, quoi. L'être humain, les animaux, l'univers, tout. Ah, oui. En fait, j'avais lu, je pense pendant mes années lycée, qu'il y avait un chercheur mathématicien qui avait trouvé Dieu dans ses mathématiques. Le gars était pas croyant. D'accord. Et en faisant les maths, ou il était croyant, je sais plus, mais à travers ses maths, sa recherche, il a réussi à trouver Dieu, un truc spirituel, tu vois, et moi je suis pas du tout spirituelle. Mais je me suis dit, si lui il arrive à trouver ça dans ses mathématiques, tu vois, on doit pouvoir tout expliquer. Il doit y avoir un truc magique là-dedans. Tu vois. D'accord. Et déjà au lycée, j'avais voulu faire spé maths, et la prof m'avait dit, bah non Marie, en fait, hein, t'as 8 de moyenne, c'est pas une bonne idée, tu vois, ça va être ton plus gros coef au bac. Cette femme de peu de foi. Elle avait raison quand même. Elle avait raison, j'aurais fait spé maths, j'aurais jamais eu mon 10 de moyenne au bac. Je suis allée en spé bio, qui était très bien pour moi parce que j'adorais la bio. Ouais. Mais à la fac, j'insiste et du coup je m'inscris en maths en me disant quand même, moi je vais faire des maths. Et là, au bout de 2 mois, j'ai arrêté, je comprenais rien. Parce que maths appliquées aux sciences sociales, c'est concrètement, tu fais quoi ? Tu fais, tu peux faire un peu de stats, tu peux faire un peu de, tu vois, des stats de groupement de foule, de trucs comme ça, j'imagine, hein, c'est les sciences sociales. Ah, des stats, Voilà, je pense que c'était peut-être ça l'aboutissement. Je savais même pas ce que je voulais faire avec, c'était juste mathématiques, tu vois. Et je voulais pas être dans les maths dures, les maths vraiment... Donc c'était maths qui gardait un petit côté sciences sociales accessible. D'accord. Mais au bout de 2 mois, j'ai arrêté parce que je comprenais vraiment rien, tu vois, c'était horrible. Vraiment, je n'étais pas faite pour les mathématiques du tout. Et puis là, il s'est passé 6 mois, tu vois, où vraiment je foutais rien. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, c'était pas hyper facile. Ouais. Je me suis finalement inscrite en biologie, hein, comme on me l'avait conseillé au lycée. Les conseillers d'orientation. Voilà. Et donc je suis allée en première année de biologie, je recommence du début. Et là, comme ça fait un si bon mois que j'ai rien foutu du tout, je prends 4 ans à faire mon DUG, à nouveau. Donc là, déjà, ça prend vraiment du temps de dépasser juste les 2 premières années, de les valider. Ouais. Puis après, licence de bio, maîtrise de bio. Donc je reste en biologie humaine plutôt que végétale. Et là, en maîtrise, j'ai un prof assez incroyable c'était sa dernière année avant la retraite, Monsieur Hacher, qui parle de cerveau et de la transmission d'informations dans le cerveau, des neurotransmetteurs, tous ces trucs-là. Et je suis fascinée, quoi. Fascinée, le gars était tellement passionné et je trouvais ça tellement passionnant, tu vois, tout d'un coup je touche un truc que je trouve mystérieux, génial, et je me dis il faut trop que je fasse ça, mais je sais pas quoi faire, mais je me dis je vais là-dedans, et donc je m'inscris en 2e année, donc en maîtrise 2, où à l'époque c'était le DEA, de ma vieille époque, et je m'inscris plutôt sur psychopathologie, psychologie cognitive et biologie humaine, un espèce de mélange, voilà. Et c'est génial, et je me dis, c'est bon, en fait, je vais faire le cerveau. Et là, enfin, je me dis, je vais faire de la recherche. Donc, c'est la première fois que je commence à vraiment me dire, je sais ce que je veux faire. D'accord, ça a pris vraiment du temps. D'accord, ouais. Voilà, ah ouais. Exactement. Et donc, tu fais ta 2e année de master, donc de DEA. Voilà. À Paris, donc comme j'ai fait toute mon université à Paris. Okay.
Et après ça, en fait, je me dis, j'aimerais trop partir, je vais aller ailleurs. On me déconseille de faire une thèse ailleurs, on me conseille plutôt de faire une thèse ici et de voyager après, d'aller faire un postdoc plus tard. Mais moi, c'était maintenant. T'as même pas testé de trouver un directeur de thèse Non, pas du tout. J'ai même pas essayé en France, rien du tout. Et j'ai t'avais envie de partir, enfin c'était le système français, c'est juste toi, ton envie Non, ouais, j'avais envie de voyager et aussi en fait je me trouvais un peu confortable et je m'ennuyais un peu dans ma vie. C'est la réalité, tu vois, j'avais envie de me mettre un peu au défi et partir, je veux dire, c'est rien de mieux. Tu pars tout seul à l'autre bout du monde. Ouais. Et puis voilà, grande famille, beaucoup de personnes autour de moi dont je suis proche. Ouais. Je me sens coucounée, mais en même temps c'est plat, tu vois, il se passe rien, j'ai l'impression. Alors que j'adore tous les gens autour de moi, mais voilà. Donc ça répondait à ce besoin-là quand même, de prendre de la distance avec mon quotidien habituel, avec des choses aussi, des histoires de famille, des trucs, et de me dire, voilà, je vais ailleurs, je vis ma vie, et je vois ce dont moi je suis capable. Et je deviens indépendante. Et exactement. Okay, ouais. Exactement. Et donc, bon, moi, comme je suis décalée dans le temps avec un peu de retard, du coup, je me retrouve au Canada. J'ai envoyé trois lettres à 3 directeurs de recherche là-bas, 2 directrices, 1 directeur. Et dans la même université ou non dans la même université. À McGill. À McGill, à Montréal. Et parce que un de mes profs à Paris 6 m'avait dit que c'était une super université pour les neurosciences. Donc je m'étais dit génial, j'y vais, mais je savais pas à quel point c'était réputé avant d'y aller en fait, je me rendais pas compte. Et là, mais vraiment le coup de bol, c'était que des candidatures spontanées, il n'y avait aucun qui cherchait qui que ce soit. On t'a pas pistonné, non, mis en contact, rien du tout. Donc lui, je lui envoie ma candidature, il fait ça tombe bien, j'ai du budget pour une thèse. Super, donc je l'ai jamais vu, on n'a même pas parlé au téléphone, rien, et il m'a demandé de lui envoyer un sujet de thèse, tu vois, sur quoi je voudrais travailler. Il a dit ouais, intéressant. Il m'a renvoyé un autre sujet complètement différent, disant on va plutôt faire ça. Je fais ok, super, ça m'intéresse. Et toi, tu voulais travailler sur quoi? C'était quoi le sujet de base? Et moi, je voulais travailler, donc lui, c'était un psychiatre qui travaillait beaucoup avec des patients schizophrènes. Et moi, j'étais intéressée, en fait, à travailler simplement sur l'humain. Et j'avais pas beaucoup tu vois, j'y connaissais pas grand-chose. J'avais fait un stage de Master 2 pendant 6 mois dans un labo. On travaillait sur l'anédonie, c'est-à-dire la difficulté à ressentir du plaisir dans le quotidien, les petits plaisirs, tu vois, apprécier un beau paysage, apprécier des choses sociales. Ça l'anédonie. L'anédonie. N-H-E-D-O-N-I-E. Le contraire de l'édonie. Édonie, plaisir, anédonie, manque de plaisir. Et c'était hyper intéressant, mais j'avais pas, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que je connaissais rien. En gros, ça me fascinait juste d'aller comprendre un peu le cerveau humain, les pathologies. Voilà. Et donc, lui, il me propose un sujet qui est sur les croyances bizarres, comme chez les patients schizophrènes, mais chez les gens qui sont en bonne santé. Je me dis, super, carrément, allez, ça a l'air top, on va regarder ça. Mais les croyances bizarres spirituelles Eh ben, c'est ça, en fait, donc pas que spirituelles, je ne veux insulter personne, c'est pas le but. Mais en fait, il y a effectivement des grilles quand tu veux diagnostiquer les maladies où tu regardes si les gens ont beaucoup de croyances qui sont donc un peu de religiosité. Donc c'est pas la religion, c'est vraiment la religiosité, c'est tout un tas de croyances qui sont un peu religieuses, mais voilà. La superstition, des trucs de magie noire souvent, et en fait c'est souvent tu cumules un peu tout. C'est pas juste que t'as donc évidemment quand t'es croyant par exemple et que t'es spirituel parce que t'as une religion, quelque chose comme ça, en général ça se cantonne à ça. T'es pas forcément aussi superstitieux et aussi je sais pas quoi, enfin tu vois. Là en fait tu cumules un peu tout, et en plus t'es pas forcément croyant de base, c'est juste tu cumules tout un tas de pensées comme ça. Et ça, c'est très corrélé avec le fait de pouvoir avoir des idées délirantes qu'on retrouve chez les patients schizophrènes. Donc voilà, il me propose de travailler là-dessus. Je dis super. Et en plus, lui, il est spécialiste de l'électroencéphalographie. Donc on met des électrodes sur la tête des gens et on regarde ce qui se passe dans leur cerveau. Donc je trouvais ça fascinant. J'étais génial, je vais apprendre ça. Et voilà, et donc je pars au Canada. Et janvier 2006, je commence une thèse. Je débarque. Il y a de la neige partout. Moi, j'ai cru que moins 15 degrés, c'est la même chose que 0 en France. Tu vois, j'ai pas compris qu'il y avait une grosse différence. Donc, j'ai froid aux pieds, je suis mal équipée, j'ai froid partout. Enfin, c'est pas grave. Mon premier jour là-bas, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi, parce que je regarde sur le plan comment y aller et j'ai une mauvaise notion des distances, en fait. J'ai pas compris qu'il fallait quand même regarder vraiment combien il y avait, si c'est 100 mètres ou 1000 mètres. Et je me retrouve à marcher dans la tempête de neige, avec la neige qui vient de tomber, ça n'a pas été déneigé, donc des gros pas et
immense pour avancer. J'ai froid parce que je suis équipée comme un hiver de France, enfin un hiver de Paris, tu vois, donc laisse tomber. Et j'arrive dans le labo, le campus est immense. Et donc là, je traverse des kilomètres pour arriver à mon bâtiment que je finis par trouver. Et là, je débarque et je suis hyper contente de débarquer. Et ça se passe très bien, mais vraiment, je me souviendrai toujours de ce trajet, quoi. Où je me suis dit, c'est infini, ça s'arrête jamais, tu vois. J'ai froid, c'est horrible, je sais pas où je vais. Enfin, ouais, c'était. Et entre le moment où tu lui as envoyé ton mail pour lui dire coucou, est-ce que vous voulez bien de moi, et le moment où tu débarques effectivement à Montréal, il s'est passé combien de temps ? 6 mois. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est quand ça a été même un peu long. rapide. Bon, c'est rapide. Non, c'est rapide. C'est rapide, mais ça a été long dans le sens où moi. Tu voulais tout. Voilà, tout de suite, tu voulais y aller, ouais. Mais lui, il m'a répondu assez vite que c'était OK, qu'il avait le budget, le financement pour me payer. Donc c'était un SMIC, vraiment. C'était. Voilà. Et puis après, il fallait convaincre l'université que j'avais le niveau pour m'inscrire là-bas. Okay. Donc là, il y a eu les équivalences avec le système français. C'est pas facile parce qu'en Amérique du Nord, ils sont notés en ABC. Oui. Et en gros, si t'as pas A partout, tu vaux pas le coup. Et si tu fais la comparaison directe entre les notes de France et le A là-bas qui est l'équivalent d'entre 16 et 20, si tu veux, j'étais pas mauvaise, mais j'avais pas du tout 18 partout, quoi. Voilà. Donc là, heureusement, elle m'explique, elle me dit, bah voilà, donc on arrive à faire en sorte que l'équivalence soit quand même respectueuse des différences de culture, pour que mon dossier soit pas trop pourri. Et voilà, et j'attendais juste impatiemment d'avoir la réponse de l'université que j'ai fini par recevoir. C'est ça qui a mis beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, voilà, je travaillais, j'étais caissière parce que j'avais fini ma maîtrise en attendant de partir. Qu'est-ce que tu as fait comme petit job en attendant de commencer ta thèse ? Alors, bah là, il y en a eu des petits jobs. Donc, juste cette période où j'ai fini mon DEA et j'attends que la réponse pour partir en thèse, là, j'étais caissière. J'étais caissière chez Auchan, à Porte de Bagnolet. Voilà, tranquille. J'avais passé les entretiens avec toutes les autres caissières. J'avais surtout pas indiqué que j'avais une maîtrise en quoi que ce soit. Parce que j'avais peur qu'on me dise non, en fait, c'est pas votre profil qui nous intéresse. Et moi, j'avais besoin de bosser un peu pour mettre de l'argent de côté pour partir. Et donc j'ai fait ça pendant 4 mois. Et j'étais en intérim et du coup voilà, je faisais la caissière à Porte de Bagnolet, c'était folklorique, c'était pas mal. C'est cool. Moi j'ai bien aimé être caissière. C'est vrai, mais j'ai aussi été caissière chez Monop, c'est quand même plus calme. Ah ouais. Parce que le Auchan Porte de Bagnolet, c'est quand même du monde qui se gueule dessus tout le temps. À la caisse, c'est jamais détendu, tu vois. On dit bonjour au 20e. Ouais, et on les aime. Et moi, j'ai grandi dans le 20e, et c'est super, j'adore cette ambiance. Mais en tant que caissière, on te prend à partie toutes les 2 secondes en disant « Mais vous avez vu ce qu'il m'a dit, madame ? Ah non, ça, c'est pas correct, hein !» Et ça, c'est la bonne version, tu vois, il n'y a pas d'insulte. Monoprix, c'est plus sympa. Ah, il y avait de l'animation. Monoprix, c'est pas forcément plus sympa. Tu te fais plus engueuler par les gens directement, toi, tu vois, on te parle mal. Mais il y a moins de monde, et c'est beaucoup des personnes âgées, en fait. Tu vois, c'était le Monoprix, je sais plus c'était quel quartier. C'était pas un quartier, c'est pas le 20e. Et j'ai pas trouvé ça plus sympa, mais c'était calme. Je m'ennuyais, tu vois, il y avait un client toutes les 15 minutes. Ah ouais. Donc t'as le temps de voir le temps passer, tu sais pas quoi faire. Quoi. Donc, voilà. C'était peut-être mes horaires aussi, hein. J'étais sur le créneau du matin. Donc voilà, mais avant ça, j'ai fait tous les jobs d'été et les jobs de lycéens. Enfin, j'étais babysitter, alors là, on n'en compte plus. J'ai fait Academia, je donnais des leçons. J'aidais aux devoirs. J'ai travaillé chez Tatou, boulot d'été. Tu te souviens, je sais pas parce que t'es pas mal plus jeune que moi, mais tu sais ces petites boîtes où tu lisais le message qui s'inscrit dessus, c'était avant les téléphones cellulaires, les portables. T'avais des petits pagers là comme ça, et tu pouvais faire défiler un petit message dessus. Oui, exactement. D'accord. Et maintenant ça revient avec des mots d'amour. C'est vrai. C'est des petites boîtes où quand ton amoureux veut t'envoyer un message là-dessus, c'est ça comme s'il n'avait pas ton numéro de téléphone. Non. Bref, voilà. C'est un objet spécial pour l'amour. De boîte de différent. Voilà. Exactement. Ah ouais, oula, c'est loin. Et ça, c'était génial parce que j'étais opératrice, donc les gens appelaient au téléphone un numéro pour que nous, on tape le message et que ça parte sur le sans tatou. Faute d'orthographe. Exactement, on essayait, mais là t'avais de tout quoi. T'avais les gens de l'hôpital qui envoyaient des mots hyper urgents en mots de code, donc t'avais genre 5H2 machin, et il fallait pas te planter, donc je les faisais répéter, ils étaient hyper speed et ils passaient toujours en priorité.
Et t'avais le tout venant, donc le grand public qui envoyait des messages qui allaient de salut ma chérie, je t'envoie juste des gros bisous, signé Étienne. Et toi, t'es au téléphone et tu dis salut ma chérie. Tu répètes pour que tu sois bien sûr. Est-ce que j'ai bien compris? Je t'envoie juste des gros bisous, Oh là, Étienne. je sens le pire. C'est ça. 36-15 la bonjour. Exactement. Et t'avais les insultes, t'avais les trucs un peu chauds, un peu sexuels, il y avait de tout. Et toi, t'étais là, genre impassible. Oui, donc je répète. Puis t'avais les trucs où tu comprenais rien. Moi, j'ai kiffé. J'ai passé 1 mois de job d'été là-dedans. J'ai trouvé ça trop bien. C'était drôle, quoi. T'avais des histoires tous les soirs. Tu rentrais, t'étais là, tu sais pas ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Ceux qui te draguent. Ah, madame, mademoiselle, vous avez une très jolie voix. Suave. Ah, bah merci, super. Et votre message? Parce que vous m'appelez pour une raison. C'est ça. Donc ça, c'était assez cool. Après, j'ai fait pendant mes études, ça, c'est pendant que j'étudiais. Donc c'était à l'année, je faisais la plonge dans une crêperie. Donc là, c'était... Ce qu'il y avait de bien, c'est que je mangeais une crêpe à chaque repas le midi à la fin du service. J'avais la chef qui me faisait une crêpe. Je pense que j'ai toujours été gourmande, mais là, ça ne m'a pas aidée. C'est ça. Donc crêpe tous les midis. Donc ça, c'est quand j'étais étudiante en DUG, en licence, toute cette période-là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé à la banque, j'ai détesté ça. J'étais au siège. Oh là là. Et je mettais vraiment, comme dans les films, tu vois, des lettres dans des enveloppes, quoi. C'était inintéressant au possible. Et là, je me suis dit, en fait, c'est des jobs qui sont ouverts sans diplôme. C'est un des jobs où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse des études pour pas faire des boulots sans intérêt, parce que c'est horrible. Tes journées sont longues. Il n'y a pas de réflexion, c'est juste que tu fais un truc répétitif. Et tu pars travailler le matin, t'as aucune envie. Et j'étais dans un bureau avec 2 collègues. Il y en avait une qui était raciste, l'autre qui était... oh là là, mais une personnalité détestable aussi. Et donc, t'as aucune raison d'avoir envie d'aller au travail. Tes collègues sont pourris, ton boulot n'a aucun intérêt. La seule motivation, c'est de te dire, je gagne des thunes pour cet été, pour mon année qui commence, tu vas pouvoir m'acheter mes trucs, voilà. C'est tout. Mais ça, c'était horrible. C'était une des raisons pour lesquelles... J'ai fait des études. À part que j'aimais bien apprendre. T'as poussé jusqu'au doctorat, c'était peut-être pas nécessaire. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu m'arrêter avant. Du coup, on revient au Canada. McGill, tu as affronté vaillamment la neige. Ouais. Et là, tu commences ton doctorat, 4 ans de thèse. Concrètement, ça se passe comment? En fait, tous les jours, tu vas au labo? Tous les jours, je vais au labo. Exactement. D'accord. On n'est pas très nombreux. On est 2 thésards. Il y a un postdoc. Donc, le postdoc, c'est après la thèse, des CDD de 1, 2, 3 ans. Ouais. Puis des étudiants de master qui viennent, tu vois, 6 mois, qui repartent. Ouais. Et c'est super, en fait, c'est vraiment bien. Tu vois, je travaille sur des sujets de recherche, j'apprends. Donc là, on travaille sur les idées bizarres chez les gens en bonne santé. J'apprends à enregistrer l'activité du cerveau, je comprends comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut pas voir. C'est extraordinaire, enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose... Tu rentres au plus profond de l'individu, de l'humain. Voilà, et avec toujours cette quête, tu vois, j'ai peut-être comprendre les comportements humains. Ouais. Et bon, bah, enfin, on comprend toujours pas aujourd'hui, il faut s'en rendre compte. Personne ne comprend. Il faut des gens comme toi pour faire avancer. Mais tu comprends, enfin, tous les outils qu'on a à notre disposition, leurs limites, ce que tu peux faire ou ne pas faire, et c'est une autre entrée dans... voilà, pourquoi on fait ce qu'on fait au quotidien, pourquoi on agit comme on agit, je trouvais ça assez génial. Donc ça, j'ai kiffé ma thèse. Contrairement à pas mal d'amis qui étaient dans d'autres labos, moi ça se passait super bien, mais je sais que j'ai vraiment rencontré pas mal de personnes pour qui la thèse c'est un moment très dur, très douloureux, très long, avec parfois des directeurs de thèse ou des directrices de thèse qui sont pas du tout des bons managers, donc qui vont te mal te traiter, qui t'encouragent pas, qui t'abandonnent, ou qui sont aussi des gens qui t'écrivent à des heures pas possibles pour te parler boulot, alors que bon, bah... Et toi, tu vois, tu veux absolument réussir, donc tu te sens obligé de répondre alors qu'il est minuit, un samedi, c'est... Tu vois, donc il y a aussi... Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vécu des thèses qui pouvaient être compliquées, moi, dans mon entourage. Mais moi, ma thèse, elle était super. Tout s'est très bien passé. J'avais des horaires de bureau. Tu vois, je m'occupais pas de petits rats qu'il faut soigner et aller au labo à toutes les 3 heures. Et ça s'arrête jamais, tu vois. Donc, il faut y aller la nuit et tout. J'avais pas ça. Donc, c'était assez confortable et toujours aussi chouette. Donc, j'ai kiffé, ouais.
Et pendant ta thèse, tu avais un job, je crois que tu as bossé à la Banque des cerveaux. Ah oui, voilà, quelle mémoire, dis donc. Et là, tu as traumatisé ma mère. J'ai traumatisé Marie, il est elle est dans l'autobus avec un cerveau. Je fais, what? C'est ça, tu parles. C'est vrai. Donc ça, c'était aussi une expérience assez extraordinaire. Je pense que ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Mais en fait, donc la majorité de ma thèse, j'étais dans un hôpital psychiatrique parce que c'est là que mon superviseur avait son labo et qu'il travaillait. Et dans l'hôpital psychiatrique, il y avait toute une branche qui s'appelait la banque de cerveau qui s'occupait de collecter les cerveaux de gens qui donnaient leur cerveau à la science. D'accord. Ouais. Et évidemment, comme c'est un hôpital psychiatrique, c'était des gens qui avaient plutôt souvent des démences, mais autres maladies qui pouvaient être du genre neurologique ou neurodégénérative. Et ils cherchaient des coordinateurs de remplacement pour les week-ends, parce qu'il y avait une salariée, mais quand il y a quelqu'un, un donneur qui meurt le week-end, il faudrait qu'elle y aille, parce que tu as 24 heures de délai max pour récupérer le cerveau. Donc on était une équipe de 2, 3, je sais plus combien, 4 coordinateurs de week-end, et comme ça on faisait un week-end tous les mois en gros. Ouais. Ça tournait comme ça. Donc j'ai fait ça, et c'était un petit complément de salaire aussi, assez léger mais apprécié. Et c'était surtout hyper fou, quoi. Tu vois, tu recevais un vrai cerveau humain, donc c'est complètement déshumanisé parce que tu as juste le cerveau, je veux dire, tu sais pas qui c'est anonyme, mais tu avais comme tâche de prendre un hémisphère, de le couper en tranches, de le congeler, flash là, dans le nitrogène, et puis non, pas le nitrogène, qu'est-ce que je raconte, enfin je sais plus c'était quoi, je vais pas dire de bêtises, mais je le congelais très rapidement dans un truc, je mettais ça dans des petits sacs plastiques, je mettais au congélateur avec tous les machins, et l'autre hémisphère il allait dans le formol pour l'autopsie. Et donc c'était juste tu touchais du doigt Exactement. L'objet que tu ne voyais qu'à travers les encéphalogrammes, en fait. Exactement. Et c'est complètement délirant. Je pense que, en fait, c'est pas si facile d'avoir accès à des cerveaux humains. Heureusement, je veux dire, éthiquement, c'est bien. Mais là, il y y avait un truc extraordinaire. Et tu faisais des thèses dessus ou non? C'était destiné à d'autres chercheurs? Voilà, je travaillais pas du tout avec des cerveaux humains. C'était justement une banque. Donc, c'est là qui stocke les cerveaux qui arrivent. Et après, il y avait des gros programmes de recherche qui réutilisaient ces tranches en faisant... en marquant certaines protéines ou certains tissus pour regarder dans le cerveau, par exemple type Alzheimer, qu'est-ce qu'on peut retrouver. Il y a beaucoup d'études publiées grâce à ce genre de banque. Donc, d'accord. Et toi, dans le cadre de ta thèse, vu que tu étais en laboratoire, est-ce que tu t'interviewais des gens ou dans le cadre de ta thèse pour justement parler des idées bizarres, comme tu dis. Donc tu avais accès à des vraies personnes et ta thèse se basait sur des entretiens avec des vraies personnes. C'est une enquête sur les individus. Alors ma thèse se basait à la fois sur des questionnaires qu'ils remplissaient. D'accord. C'était pas trop des entretiens, tu vois. D'accord. C'était pas qualitatif, genre comment vous vous ressentez, tout ça. C'était plus des questionnaires juste pour... disons, les catégoriser. Tu vois, est-ce que vous êtes comme ci, comme ça? Est-ce que vous avez ce genre de croyances? Donc, ils cochaient des cases. C'était assez impersonnel. Et après, on leur mettait le casque d'électroencéphalographie, on leur faisait faire des tâches. Donc, ils étaient devant l'ordinateur, derrière un écran. Et là, on leur demandait, le truc classique qu'on faisait beaucoup, c'est qu'on leur demandait d'indiquer quand ils voyaient un mot, si c'était un mot d'animal ou pas. Donc, c'est assez... pas intéressant, ça, c'est pas très excitant. Et ils faisaient ça pendant tout un moment, mais ça permettait de regarder une onde spécifique dans le cerveau et de voir si le comportement de cette onde, elle était comme la plupart des gens en bonne santé, ou si elle était plus proche d'un comportement une onde qui ressemble à celle qu'ont les schizophrènes quand ils font exactement la même tâche. Donc c'est ça qu'on a regardé pendant tout un moment. On a fait aussi d'autres études avec différents tests et différentes tâches, mais le gros but du jeu, c'était vraiment à chaque fois qu'ils soient en train de faire quelque chose de précis, donc ça ou d'autres tâches, et on enregistrait leur activité pour voir si quand ils font cette action, ils se comportent comme des schizophrènes, puisque c'est des gens en bonne santé, mais qui ont toutes ces croyances un peu à la limite, tu vois, en termes en tout cas psychiatriques. Et, ou alors est-ce qu'ils se comportent en fait comme les gens en bonne santé, pour essayer de comprendre si y a un continuum entre la personne en bonne santé et la personne schizophrène, ou est-ce que tu vois c'est une marche que tu franchis un jour, ou est-ce qu'en fait tu as toujours été schizophrène et juste ça se révèle à un moment, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus sur le pourquoi, le comment de la maladie, quoi. Donc, et donc le but de ta thèse, c'était vraiment étudier ce type de population. Exactement. Exactement. Donc ça te prend 4 ans.
Exactement. Voilà. Ça n'a pas l'air, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Du coup, tu rédiges un pavé. Une thèse. Je suppose. En anglais, en français? En anglais, en c'est anglais. McGill. Bah oui, c'est McGill. Bah oui. Si tu veux, premier jour à McGill, je peux parler en français. La secrétaire, elle me fait If you want, but, no. I don't know if I will understand. Ok. Bon, alors le donc ton je parlais est en donné. anglais. Voilà. Ok. Donc tu rédiges ton pavé. C'est comme en France, tu soutiens devant un jury avec. Totalement pareil. Tout pareil, le jury, mon père qui a fait le voyage pour être là pour ma thèse et tout, j'étais très contente. Fière. Et là, il y a tout le folklore nord-américain, il y a la robe, le chapeau, la cérémonie où on te remet le petit parchemin, c'était cool. C'était très cool. Et une fois que tu finis ton doctorat, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, c'est déjà un accomplissement. Pas mal. On a un autre docteur dans Slice qui a répondu aussi. Donc là, vraiment l'accomplissement. Lui, il est parti en Corrèze péter des murs. Ah oui. En Ariège, pardon, péter des murs. Donc toi, comment tu te sens? Moi, je continue lendemain dans la recherche. D'accord. Bah oui, le lendemain de ma thèse, j'ai déjà un postdoc qui m'attend. Donc un CDD qui là a duré 3 ans, avec un chercheur qui lui est philosophe et qui veut monter un labo de neurophilosophie. En gros, étudier les neurosciences avec l'apport de la philosophie. Et lui, il était sur ma thèse, donc il connaissait mon travail depuis un moment. Et il me dit, Marie, voilà ce que je t'offre. Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais on en avait discuté bien avant que je soutienne ma thèse. Et il me dit, je te donne carte blanche pour travailler sur ce sujet. Donc le sujet, c'était quoi ? C'était la confiance, la paranoïa. Est-ce que c'est deux opposés ? Est-ce que c'est des choses qui sont pas du tout sur un continuum, mais qui sont liées l'une à l'autre sûrement, on sait pas, la confiance, la méfiance, être paranoïaque, enfin voilà. Donc c'était pas exactement ce que j'avais fait en thèse, c'était différent. Mais moi je trouvais ça hyper intéressant d'aborder ça avec un philosophe, et puis surtout j'avais carte blanche pour faire un labo comme je voulais. Je dis mais génial, c'est super. Donc j'ai commencé ça, et j'ai fait ça pendant 3 ans dans son labo, toujours à McGill. Lui il avait un labo qui était là au centre-ville, donc j'étais plus sur le gros campus, l'hôpital psychiatrique. J'étais au centre-ville sur le vieux campus qui fait un peu Harry Potter, tu vois, dans le style. Donc c'était assez marrant. Et voilà, et je fais ça pendant 3 ans. Je vais chercher des sous, j'obtiens des bourses pour financer l'étude. Enfin, j'étais assez fière de moi parce que j'ai fait un bon boulot. On a publié, on a monté des partenariats avec Zurich, avec l'hôpital juif à Montréal. Enfin voilà, ça c'est et là aussi, c'est pareil, tu étudies des cas concrets, des gens... Pareil, exactement. Je vois des gens avec des questionnaires. Là, par contre, donc j'enregistre pas du tout d'activité neuronale. Il n'y a pas d'IRM ou d'électroencéphalographie. Par contre, on travaille un peu avec l'hormone ocytocine. Et donc, c'est une hormone qui est appelée un peu à tort l'hormone de l'amour. C'est pas juste ça, ou du câlin. En fait, c'est une hormone qui est impliquée effectivement dans l'attachement, en tout cas entre la mère et l'enfant, par exemple, qui est impliquée aussi dans le rapport sexuel pour laisser chez les rats ou chez les rongeurs. Il y a un réflexe assez fort de repousser qui que ce soit qui s'approche quand il ne fait pas partie de ton cercle familial ou proche. Et donc, pour que le rapport sexuel avec quelqu'un qui a un mâle, tu vois, qui arrive, ait lieu, heureusement qu'il y a l'ocytocine, sinon ça n'arriverait jamais. C'est toujours un agresseur, tu vois. Voilà. Donc, en fait, c'est une hormone qui vient et qui permet ça de façon très biologique, basique. Et chez l'humain, elle existe aussi. Et donc, voilà, on pense, c'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone de l'amour, qu'elle a un rôle un peu plus évolué pour nous, mais je ne sais pas. Peut-être pareil. Donc, et là, on regardait un petit peu l'effet de cette hormone quand on la donnait à des couples. On a regardé aussi leur niveau chez des mamans qui allaitaient. Et on a essayé de voir un peu la corrélation avec leur degré de méfiance ou de confiance envers des étrangers qui étions nous, qui venions les voir dans leur maison avec des nouveau-nés qu'elles venaient d'avoir et qu'elles rentraient. Donc, c'était aussi très très chouette, c'était assez différent, mais c'était le même genre de choses, quoi. C'était des questionnaires et parfois quelques tâches à faire, des tests. Voilà. Donc ça dure 3 ans. Et après, tu te dis, je vais devenir professeur à la fac. Enfin, je sais pas, il n'y a peut-être pas autant de postes. Oui. Tu veux devenir professeur, tu vas passer ta vie au Canada, peut-être. Là, ça a été le tournant de me dire qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc, être chercheur. Parce que le postdoc, ça a forcément une fin. Je suppose que tu peux pas rester en postdoc toute ta vie. Non. Donc, tu avais les financements pour 3 ans. Cette recherche se termine, tu publies. Oui, je publie pendant ces 3 années, je publie dès la 2e année, Et ça prend fin comment, en fait, juste parce que ton CDD se termine Oui, en fait, c'était un postdoc de 2 ans qu'on a renouvelé pour 1 an, donc j'ai fait 1 an de plus que ce qui était prévu au départ. Et là, moi, je commençais à vraiment avoir envie de rentrer en France parce que j'étais loin de la famille, mon grand-père venait de décéder, donc j'étais revenue en France pour le décès.
Ma sœur, tu vois, pensait à faire des enfants et j'étais là, je vais être la tata qu'on voit jamais, c'est pas possible. Donc je pensais à rentrer en France, mais c'était pas facile parce que j'avais une vie que j'adorais. J'avais des amis, une vie dynamique, tout était super, tu vois, au niveau recherche, j'étais dans des conditions de rêve, j'avais très peu d'hiérarchie, carte blanche, on me faisait confiance, je faisais tout ce que je voulais et je travaillais bien, donc je faisais ce qu'il fallait faire, donc c'était nickel. Et puis dans une université prestigieuse en plus. Voilà, et Montréal, c'est une ville quand même hyper agréable à vivre, je veux dire, il y a des gens de partout dans le monde, c'est hyper cosmopolite, c'est chouette quoi. Mais voilà, je postule pour d'autres postdocs, un autre postdoc pour rentrer en France. Donc je postule à différents endroits en Europe, pas forcément en France, mais c'est en France que ça prend. Et ben voilà, et je commence un autre postdoc de 2 ans à Grenoble. À Grenoble. Et là, c'est avec un labo de neurosciences et un labo d'économie, de l'économie appliquée. Donc encore une fois, bon voilà, je change de thème. Mais c'était aussi super intéressant. Là, c'était sur les prises de décision alimentaires, comment les gens comprenaient les informations nutritionnelles sur le dos des emballages d'aliments qu'ils achetaient au supermarché. Ah oui, et donc, je ne sais pas si tu vois, mais ces informations, c'est souvent en noir et blanc, avec écrit 30%, 10% d'apport journalier recommandé. Et si tu lis tout ça, il faut quand même bien s'y connaître, quoi, pour comprendre ce que ça veut dire. Ça évoque rien, c'est horrible. Et donc, il y avait toute une réflexion qui était menée commanditée par le ministère de la Santé, avec ce labo d'économie appliquée, pour réfléchir à ce qu'on voit maintenant dans les supermarchés, le Nutri-Score. Donc, ces points... A, B, C, D. Vert, orange, rouge, qui était censé remplacer un peu ce système pour que les gens, ce soit plus simple. Et une meilleure conscience de ce qu'ils mangent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et que ce soit pas simplement destiné à des gens qui comprennent ce que ça veut dire qu'un apport, et un apport journalier recommandé. Enfin voilà, c'est limite, il faut avoir fait... tu vois, un diplôme là-dessus pour comprendre, enfin voilà. Donc je travaille moi sur comment les gens comprennent, donc on les met dans l'IRM pour regarder comment ça se passe dans le cerveau, comment est-ce qu'ils comprennent et qu'ils décident si un aliment est bon pour leur santé ou pas, sans savoir c'est quoi l'aliment, en bon français, sans savoir ce qu'est l'aliment, mais en regardant juste ce système d'apport journalier recommandé au dos voilà, juste l'étiquette, quand elle est juste en pourcentage et en chiffres en noir et blanc, versus quand c'est des petits ronds de couleur. Tu vois comment ils font leur arbitrage de choix. Et ça aussi, c'était hyper chouette parce que on montre en gros que quand tu as à la fois le sucre, le gras, le sel, le machin, tu peux avoir 4 couleurs différentes ou 5 couleurs différentes et tu te retrouves avec le même problème de choix de dire comment je fais pour choisir alors que j'ai toutes ces couleurs différentes. Et comme avec les pourcentages, tu te retrouves à faire un espèce d'arbitrage un peu mathématique. Donc, tu as les zones du cerveau qui s'occupent des calculs qui s'allument. Et le seul cas où ça ne s'allume pas, c'est quand il y a une seule couleur sur la ligne. Donc, il faut en fait un gros vert ou un gros rouge pour que ce soit une décision qui repose juste sur je suis la couleur sans réfléchir. Sinon, s'il y a plusieurs couleurs, tu te retrouves à nouveau à devoir réfléchir, un peu comme avec les pourcentages. Donc, c'était très chouette, c'était bien. Et ça dure 2 ans 2 ans. 2 ans. Et donc, 2 ans à Grenoble. Ça se passe bien. Voilà. Ça va. Bon, à Grenoble, c'était pas non plus la ville folle, je veux dire. Après Montréal, quand même, c'est vrai que c'était un petit peu... C'est plus petit. Petit changement, un petit peu... Il fait froid différent, aussi à Grenoble. Mais je découvre un très beau cadre. Tu vois, la montagne, des paysages magnifiques. Voilà, ça, c'était très chouette. Ouais. Mais à la fin de ce postdoc, effectivement, là, je suis revenue dans un système français un peu plus hiérarchique, tu vois, un peu moins où on se tutoie tous, du directeur de labo jusqu'au petit étudiant. Donc, ça me heurte un peu. J'avais oublié, en fait, que c'était comme ça. Et en même temps, être chercheur, il n'y a pas de poste pour les docteurs. Il y a trop de docteurs produits, il y a trop de PhD par rapport à des postes de chercheurs permanents. Donc, soit je suis mobile et je repars dans le monde, n'importe où il y a des offres. T'avais eu des touches avec l'étranger quand t'avais demandé des post-doctorats ? Non. Alors, à McGill, je pense que j'aurais pu si j'avais été un peu plus politique, un peu plus incitante, mais comme tout dans ma vie, je m'y occupais à la dernière minute, tu vois. Ça faisait pas 5 ans que je prévoyais le coup, et tu vois, contrairement à d'autres qui sont plus stratèges. Qui voient à très long terme. Exactement. Je vais faire ça. Et moi, j'ai commencé à postuler pour un poste à long terme 6 mois avant la fin de mon postdoc, tu vois. Donc, en effet, il y a des gens qui cherchent pendant... tu vois, mon compagnon, Olivier, il a cherché pendant 5 ans un poste permanent avant d'en trouver un. Et il a fini. Il a fait 5 postdocs différents avant de trouver un poste d'enseignant-chercheur à l'université et tout.
moi, j'avais pas du tout cette vision, ni cette persévérance-là, en fait, parce que je pense que tu avais vraiment la fibre de... En tout cas, je pense que j'étais pas du tout... c'était pas à ce point-là quelque chose que je voulais, parce que je me suis arrêtée très vite de chercher, mais très vite. Et puis ce système un peu hiérarchique, tu vois, je me suis dit, en fait, je vais avoir un poste de chercheur dans un labo, je vais devoir à chaque fois avoir l'accord de mon directeur de labo pour faire des trucs. Ça me paraît pas tout à fait être le système dans lequel j'ai envie de vivre. Alors que c'est vrai qu'en Amérique du Nord, une fois que t'es chercheur, t'es ton propre boss, tu vois, tu rends compte à personne, tu fais ce que tu veux. Si, enfin, il faut que ce soit éthique et tout ça, mais aussi, voilà. Mais t'as pas une hiérarchie, tu vois, qui t'autorise ou non à faire ci ou ça. Et donc là, ça me paraissait en fait pas compatible avec moi, tu vois. Ok. Et c'est un peu le début du coup de cette pensée d'entreprise, quoi. C'est-à-dire, voilà, je vais être mon propre chef, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Et donc là, je finis mon postdoc et j'ai du chômage en France, ce que je ne connaissais pas au Canada puisque j'étais émigrée, donc j'avais pas droit à tout ça. Et je me dis, je prends un petit peu de temps, donc je prends 2-3 mois de réflexion, et puis ça y est, je me dis, c'est bon, j'ai trouvé une idée géniale. Je vais aider les aînés à rester en bonne santé intellectuelle. Moi, je connais bien les neurosciences, je connais bien le cerveau, je sais bien lire mes collègues, mes anciens collègues, les chercheurs, quand ils produisent des trucs. Donc, je vais lire la littérature, je vais voir tout ce qui se fait sur le sujet, et puis je lis la littérature, je vois qu'effectivement il y a moyen de faire des trucs bien dans ce domaine et que effectivement c'est pas nouveau, ça existe depuis 30 ans de faire des ateliers mémoire pour les personnes âgées en termes préventifs. Par contre, il n'y a pas de standard, quoi. Il n'y a aucune rigueur, c'est selon ce que fait le psychologue de l'EHPAD ou ce que fait l'animateur de la maison de retraite ou je sais pas quoi. Et je me dis c'est quand même dommage en fait parce que y a vraiment, faire juste les mots fléchés, c'est pas forcément hyper stimulant, ou lire le journal, c'est pas forcément hyper stimulant. Il faut être un peu plus précis que ça en fait dans ce qu'on propose. Donc voilà, ça a été ma mission. Je me suis dit c'est super, j'ai trouvé la fabrique à neurones, c'est la société que je vais monter. Et dedans, je vais faire ça. Je vais faire des ateliers pour prévenir le vieillissement cognitif. Ok. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc 2 mois de chômage, tu te dis je vais monter ma boîte. Tu te voyais vraiment en patronne ou c'était juste une idée comme ça, vraiment concrète parce est-ce que tu avais des exemples de gens qui avaient monté leur boîte autour de toi? Pas du tout. Ta famille qui aurait pu te pousser est-ce que tu as eu des gens, quand on a parlé, je suppose que tu en as parlé à ta mère, à tes frères, tes sœurs, à tes cousins, oui, etc. À tout le monde, et tout le monde était, te voyait dans ce rôle-là. Quelles ont été les réactions quand tu as parlé de ça, de cette idée? Parce que c'est vrai que c'est un peu... c'est pas commun, on va dire. Non, c'est pas commun. Tout le monde trouvait ça génial, donc j'ai plutôt beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, donc vraiment au top. Mais c'est vrai qu'en termes d'exemples, je connais pas... dans ma famille, il y a un petit peu de tout, on est tellement nombreux, il y a un peu de tout, mais les exemples proches, je connaissais pas vraiment d'entrepreneurs, et surtout, je m'étais jamais posé la question, donc même s'il y en avait, je savais pas qu'ils existaient. Donc, mais c'était pas clair pour moi du tout, tu vois, si ça allait être une entreprise, une association, je savais rien de tout ça, donc je savais déjà pas quoi faire avec cette idée. Et j'ai compris assez rapidement qu'il fallait que je prenne des cours, en gros que je me forme un peu. Donc je me suis inscrite chez les étudiants entrepreneurs. Il y a un parcours en fait à l'université, un peu partout en France, pas partout, mais dans beaucoup d'universités, qui est dédié aux étudiants qui veulent aussi montrer une entreprise en parallèle et qui est ouvert à tout le monde qui a le bac. Donc moi, j'étais plus étudiante depuis longtemps, mais j'avais le bac. T'avais le bac, voilà. C'est bien. Donc j'ai pu m'inscrire à ce parcours-là. À Grenoble alors? À Grenoble, à l'université Grenoble-Alpes. Et c'était assez chouette parce que t'avais... genre 1 ou 2 ateliers par semaine, à des horaires qui étaient plutôt fin de journée pour laisser le temps aux étudiants d'aller en cours par ailleurs. Donc ça prenait pas trop de temps et en même temps ça t'enseignait toutes les bases de l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est quoi une entreprise ou c'est quoi une association, comment ça fonctionne, les bases de la compta, d'un plan financier, d'un business plan, d'un prévisionnel, s'associer ça veut dire quoi, recruter des gens... toutes les questions qui viennent autour d'avoir une entreprise ou une asso, quoi. Donc ça a été assez formateur. Ça dure combien de temps? C'est un truc diplômant ou... c'est 1 an? Et c'est diplômant, effectivement. Tu as un petit mémoire à la fin et ça te donne c'est un diplôme universitaire, un DU. Voilà, je crois, il me semble que c'est ça. Je me souviens plus très bien. Je mettrai des liens dans l'article qui te sera dédié sur Slice au cas où les auditeurs sont intéressés par ces parcours. Ah bah c'est des super parcours. Je connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'en entends parler. Donc ça dure 1 an. Ça dure 1 an. Pendant cette année, toi, tu travailles un peu? Non, là, je suis au chômage. Je m'inscris assez vite dans une coopérative d'activité. Donc, coopérative d'activité, c'est...
En gros, c'est comme une entreprise de portage salarial. Donc, c'est pour les gens qui sont entrepreneurs, mais qui ne veulent pas être à leur compte en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Ils préfèrent être salariés, parce que quand tu es salarié, tu as quand même des avantages sociaux. Tu cotises au chômage, Oui. tu cotises à la retraite. Enfin, il y a plein de choses que tu ne fais pas quand tu es auto-entrepreneur, en fait. Tu as la sécurité sociale, enfin voilà, plein de choses diverses. Et les sociétés de portage salarial proposent ça. Et il y a des formes de sociétés de portage salarial qui sont des coopératives, donc qui sont plus dans la sphère de l'économie sociale et solidaire, qui te permettent, quand tu touches le chômage, de continuer à toucher ton chômage tout en étant dans cette structure et de pouvoir facturer des clients, tes tout premiers clients, sans prendre trop de risques, sauf que tu touches pas du tout à cet argent, ça reste dans la coopérative. Et tant que tu touches pas à cet argent, effectivement, tu peux continuer de toucher ton chômage tous les mois. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je touchais pas du tout d'argent des quelques euros que je commençais à faire au début avec mes ateliers. C'était ridicule. Hein, et les ateliers, tu les as montés... Enfin, comment t'as lancé la fabrique à neurones? Donc en même temps, t'es à la fac, t'es dans cette coopérative donc, de portage salarial. Et comment tu te fais connaître? Qu'est-ce que tu fais pour faire tes premiers ateliers? Ah là là. Ah là là. Et ben, en fait, j'ai pas eu un grand plan stratégique de fou, quoi. Je viens pas d'école de commerce, donc j'envoyais des qui étaient plus malins et plus stratèges, encore une fois. Moi, je faisais juste, tu vois, ça me plaît, j'y vais, c'est tout. Et donc, j'essayais de faire au mieux, mais j'étais pas trop... Donc, en fait, je fais la littérature pendant 1 an. En gros, tout 2016, je fais la littérature scientifique et je construis les ateliers, je les crée. Et 2017, donc c'était le programme étudiant-entrepreneur, c'était de septembre 2016 à juin 2017. Donc pendant cette année-là, je finis de créer les ateliers, je commence à créer un peu le concept de la fabrique à neurones. Donc en gros, tu lis tout ce qui s'est écrit sur l'entraînement l'anti-vieillissement avec l'entraînement cognitif, exactement. On va dire, et à partir de toute cette littérature scientifique qui en fait est accessible qu'à quelqu'un qui parle le même langage. Hein. C'est pas complètement vulgarisé. En tout cas, les articles scientifiques eux-mêmes, tu vois, ils sont en anglais. C'est pas tout le temps accessible. Mais en tout cas, bon, moi, c'est effectivement... Et toi, tu les rends dans des cours et des ateliers qui peuvent Ok, d'accord. Donc, tu t'organises tout. Voilà, en fait, là-dedans, je prends une méthode. C'est-à-dire que je prends des bouts de ce qui est censé être... disons, le plus efficace pour stimuler en termes préventifs des retraités. Et je crée une méthode qui prend différentes choses de la littérature qui disent ça, c'est ce qu'il faut pour que les gens, viennent et reviennent parce qu'ils trouvent ça bien, et puis 2, est vraiment une stimulation cognitive, que vraiment ça fasse bosser leur tête. Ça marche. Donc je crée cette méthode, et puis après je crée les contenus des ateliers dans lesquels à la fois ils font des jeux, des activités où ils sont obligés de faire des efforts et de bosser un peu, quoi. Mais à la fois c'est ludique, on s'amuse quand même, c'est sympa et tout. Vaut mieux, on n'est pas là pour souffrir. On vient quand même volontairement, exactement. Et en même temps, ils ont un peu d'informations sur comment fonctionne le cerveau, les limites de certains aspects de la cognition, pour qu'ils soient un peu plus autonomes avec ça, qu'ils apprennent en fait, tu vois, et que ce soit pas juste il faut faire bosser le cerveau, ce soit aussi ça y est, maintenant je comprends en fait que ma mémoire, quand je veux retenir quelque chose, elle est limitée, donc ça sert à rien d'en mettre plein d'un coup, faut y aller par petits paquets. Je comprends aussi que c'est assez fragile, donc si on me dit quelque chose et que tout de suite, juste après, je suis distrait parce qu'il y a quelque chose qui arrive, bah, cette information, elle est pas du tout rentrée, donc ça sert à rien de me flageller pour me dire je retiens rien, en fait, c'est juste que là, les conditions n'étaient pas faites pour retenir quoi que ce soit, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 70 ans. Donc c'est aussi donner ces informations-là pour que les gens soient rassurés, parce que quand on vieillit, on commence à avoir peur un peu de tout ça, et se sentent beaucoup plus capables, reprennent confiance en eux. Donc ça, c'était un peu... Donc je crée toute cette méthode, je crée les contenus, les ateliers eux-mêmes, et je commence à les tester un peu comme je peux. Donc là, c'est comment je fais ça. Bah, je commence avec mes collègues étudiants, là, beaucoup plus jeunes que moi, en disant « Allez, vous voulez pas essayer pour voir un peu ?» Mon concept. Voilà, je vais dans des espaces de coworking, où il y a, donc là, il y a c'est pas encore vraiment des retraités, mais bon, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, pourquoi pas, j'essaye. Donc après, j'intègre 1 ou 2 clubs d'entrepreneurs, tu vois, où je propose des ateliers pour essayer des choses. Et c'est pas mal parce que ça me permet de recalibrer à la fois mon vocabulaire. Je parlais beaucoup de vieillissement au début, j'ai complètement arrêté. Hein, les gens n'ont pas du tout envie d'entendre qu'ils sont vieux. Je comprends en même temps. Donc j'arrête de parler de ça parce que c'est vraiment pas en fait une question d'âge, c'est une question d'être actif ou pas actif. Donc il n'y a pas d'âge. Et voilà, je calibre tout ça. Et puis il y a un moment où je capte quand même que si je fais des ateliers toute la journée à l'année longue, déjà je vais pas gagner très très bien ma vie, mais surtout je vais faire que ça, tu vois. Et là je me dis, je peux pas ne faire que ça, tu vois. Moi, j'ai besoin de développer des trucs, j'ai besoin de réfléchir, d'avoir d'autres personnes, enfin...
Et donc, je commence à me dire que la fabrique, en fait, je veux que ça ait de l'ampleur, tu vois. Je veux que ça diffuse tout ça loin. Donc, je commence à avoir de l'ambition pour ce projet. En 2018, mi-2018, l'entreprise est créée. Donc là, je décide de créer une SAS. Donc là tu es toujours dans le portage salarial à la coopérative d'activité. Ils te mettent en relation avec... je sais pas, des avocats, des choses comme ça. Voilà, c'est via ça que tu te mets en relation pour créer ta SAS. Okay. Et avec là où j'étais, chez les étudiants entrepreneurs aussi, il y avait des cabinets qui venaient faire des... Pitcher pour se présenter, expliquer des choses. Donc j'ai tout ça pour créer la fabrique à neurones. Et aussi, en fait, je commence, juste avant la création, à intégrer un accélérateur d'entreprise. Donc là, en fait, t'as démontré que, en gros, t'avais une bonne idée, qu'il y avait un marché, que t'as commencé à avoir des clients et que voilà. Et tu intègres un programme, donc là, c'est un programme de 2 ans, dans lequel on t'accompagne pour booster, pour accélérer tes ventes, pour accélérer ton business. Ta mise en avant, exactement. Communication, tout ça. Et grâce à, en gros, ces 2 choses-là un peu en parallèle, moi, je trouve un modèle, disons, économique qui a un peu plus de sens pour moi. C'est-à-dire, au lieu d'animer des ateliers tous les jours, je vais former et certifier des professionnels qui font déjà ça dans leur quotidien, c'est-à-dire l'animateur de maison de retraite, la psychologue de l'EHPAD, l'animateur du centre socio-culturel en bas de chez moi, enfin, tous les gens qui travaillent avec des retraités qui leur proposent des choses, des activités. Je vais les former, les certifier pour qu'ils aient, en plus de leur expertise, ce truc-là très, très spécifique, la stimulation cognitive, qui est vraiment un peu une petite niche quoi, dans toutes les activités qu'ils font, parce qu'il y a le sport, il y a la nutrition, il y a les ateliers thérapeutiques, il y a plein de choses, tu vois. Mais là, c'est juste ça. La stimulation cognitive. Voilà. Donc là, j'ai ce modèle qui se dessine de former, certifier. Comme ça, les autres font des ateliers. Moi, je continue d'en faire pour pas perdre la main et être au contact de la réalité. Mais en gros, c'est ça. Et donc, pour créer ta société, tu t'es mis en association, enfin tu t'es associé à quelqu'un, qui s'appelle Clémence. Et donc, comment vous êtes rencontrées toutes les deux ? Alors, Clémence, elle a fait sa thèse exactement sur ce sujet. Donc, la stimulation cognitive, l'entraînement cérébral, le vieillissement et le sport. Donc, vraiment, elle a un doctorat en neuropsychologie, un profil pas très loin du mien. Et en fait, il y avait je sais plus quand c'était, mais avant la création de la fabrique à neurones, il y avait un forum qui s'appelait le Forum Bien Vieillir à Lyon, sur lequel elle était bénévole en tant que jeune doctorante, donc elle était en train de faire son doctorat, et moi je venais en tant qu'entreprise avoir un stand pour montrer ce que je faisais. C'était une journée, ce forum, c'était une journée où il y avait des chercheurs, des entreprises, et c'était ouvert aux particuliers qui venaient, et moi c'était l'opportunité de montrer un peu ce que je faisais et de trouver des retraités, quoi. Et Clémence est là, donc elle vient me voir au stand, elle fait « Ah, bah, c'est intéressant ce que vous faites », donc on discute un petit peu, elle me dit sur quoi elle travaille, je fais « Ah, bah, effectivement, c'est génial ». Et puis voilà, on garde le contact, mais sans plus, tu vois, on se reparle vraiment épisodiquement. Et elle, en fait, elle était en train déjà un peu de penser à l'après, elle voulait plus forcément trop faire de recherche. Et puis, monter un truc d'atelier de mémoire ou de stimulation cognitive, ça la bottait assez. Et donc... quand elle a fini son doctorat, on se connaissait assez avec le temps pour se dire qu'on allait s'associer. Et donc en janvier 2019, elle est devenue associée à la fabrique à neurones. Et donc elle aussi, elle est rentrée dans la fabrique à neurones pour animer. Ouais. Et il y a aussi, j'ai vu, parce que la fabrique à neurones s'est étoffée, on ne s'occupe plus que du vieillissement qui ne dit pas son nom. Il y a aussi une partie, alors sur le site internet c'est bien expliqué, il y a une partie dans l'entreprise, il y a une partie dans l'éducation, puis aussi il y a une partie clinique, je crois, qui est le dada plus de Clémence du coup. Voilà, donc cette partie clinique finalement on l'a pas trop développée que ça. C'était vrai que Clémence au début elle s'est dit « Ah génial, je vais aller faire des trucs pour les personnes qui ont déjà Alzheimer, comme elle est neuropsychologue, ou pour les personnes un peu avancées dans la maladie ». Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec ce qu'on avait proposé, qui était vraiment sur la partie prévention, donc pour des gens en bonne santé intellectuelle, ça se transposait mal à des gens avec pathologie. Il aurait fallu créer quelque chose de complètement nouveau. Donc en fait, on a un peu laissé tomber cette partie-là, qui est encore affichée à certains endroits parce qu'on n'a pas tout nettoyé. D'accord. On n'est pas à jour. mais effectivement, quand elle est arrivée, l'objectif, c'était qu'elle prenne en charge la partie prévention, qui est tout à fait son expertise. Comme ça, moi, ça me dégageait du temps et j'allais créer la partie entreprise parce qu'on avait des demandes qui venaient des entreprises autour de moi, comme j'étais dans des écosystèmes d'entrepreneurs, de l'accélérateur, c'est un accélérateur, c'est le village du Crédit Agricole.
Il y a plein de partenaires, il y a le Crédit Agricole lui-même. Et du coup, j'avais des demandes. Et, mais c'est génial ce que vous faites en neurosciences. Nous, on a... Ils t'ont trouvé ou c'est toi qui faisais de la pub? Parce que tu crées la fabrique à neurones, tu es toute seule, tu es dans cet accélérateur qui te met en lumière. Mais toi, est-ce que tu as besoin d'aller démarcher ou les gens te trouvent directement? Ah non, j'ai besoin. Je fais beaucoup d'actions de visibilité, des conférences. J'essaye d'être visible sur les réseaux sociaux. Donc, il y a toute une idée de partager des articles de fond, de l'information pour que les gens s'intéressent et pour démocratiser un peu le savoir, même si on ne sait pas grand-chose sur le cerveau, mais il y a quelques petits trucs qu'on commence à savoir quand même. Donc, pour partager tout ça avec le plus grand nombre. Donc ça donne une certaine visibilité. Et puis après, d'aller carrément démarcher directement certaines structures ou certains endroits en disant voilà, bonjour, à froid comme ça, nous on fait ça, juste que vous sachiez si jamais ça vous intéresse un jour, voilà. Okay. Donc je fais ça, c'était pas facile, j'ai dû apprendre à faire tout ça parce que c'était pas du tout inné chez moi. Et comment t'apprends ça? Il y a réellement des cours, des formations, il y a des gens qui t'accompagnent dans la prospection, comment est-ce que tu vas chercher des clients. Toujours dans l'accélérateur Déjà, chez les étudiants entrepreneurs, il y avait de ça, et dans l'accélérateur aussi, il y a des programmes, il y a des gens qu'on nous conseille d'aller voir. Oui, carrément, il y avait tout ça. Et puis dans l'accélérateur, un de leurs jobs, c'est de nous mettre aussi en relation avec tout leur carnet à eux. Donc là, j'ai été mise en relation avec d'autres entreprises, et puis des grosses entreprises, tu vois, pas forcément le Crédit Agricole, mais il y avait aussi des gens qui venaient, qui sont chez Philips, ou des gens qui sont chez EDF, donc juste, il y a du réseau. Donc j'ai pas travaillé avec toutes ces entreprises-là, mais ça permet en tout cas d'avoir des discussions comme ça, au détour des locaux où on est, avec ceux qui passaient, et de commencer à créer un réseau, et d'avoir un peu de visibilité, que les gens entendent parler de toi. Donc voilà. Et concrètement, pour les entreprises, alors comment ça se passe? Sur quoi tu travailles? Alors là, c'était vraiment des questions qualité de vie-travail. Donc c'était, nous, ça nous intéresse. Est-ce que quand on connaît les neurosciences, ça nous aide à mieux communiquer, à faciliter les relations sociales à l'intérieur des équipes, salariés, entre les équipes, les collaborateurs, la concentration au travail, parce que quand on est distrait ou quand on est dans l'open space, ou la prise de décision, tu as bossé sur la prise de décision? Prise de décision, absolument. Prise de décision collective, individuelle, parfois le rôle des émotions, l'intelligence émotionnelle. Il y avait aussi l'adaptation au changement, une grande thématique qu'on a tous vécu l'année dernière et cette année. Donc très important, comment on s'adapte au changement, est-ce qu'on en est capable? Bien sûr que oui. Et de donner un peu des données biologiques, de la science, pour dire que on est tous capables de s'adapter, de changer. Notre cerveau répond, il est assez plastique, donc il va répondre à nos demandes si on le sollicite en fait. Il faut le solliciter, et puis il va faire de son mieux pour s'élever à la hauteur du défi. Il est quand même assez top. Donc ça, on donne ces informations-là en même temps qu'on fait faire des petites activités, des petits jeux. Tu t'adresses pas que au chef, pas du tout. Tu fais aussi travailler les salariés, on va dire, sur toutes ces thématiques-là. Exactement. Et donc là, je crée, grâce à Clémence qui s'occupe de l'autre pôle, je crée tout le pôle entreprise. Dans lesquels on développe ces ateliers sur lesquels il y a 8 thématiques différentes qui ont été choisies parce que c'était les demandes des entreprises autour de nous qui disaient vous ne voulez pas intervenir là-dessus, et donc on crée avec toujours notre bonne méthode qui facilite l'intégration des notions, on crée ces ateliers-là, et surtout on recopie le modèle qu'il y a pour le pôle prévention, c'est-à-dire qu'on se dit si c'est juste nous qui animons, c'est bien, c'est sympa, mais en fait, ça va s'arrêter à la porte de chez nous. Oui. Donc, il faut que ce soit... Former des gens qui formeront après par la suite. Donc, pareil, on crée la formation qui va avec pour que les gens montent en compétences là-dessus, qu'ils apprennent toutes ces notions de neurosciences, qu'ils soient capables de les redélivrer. Donc, il ne s'agit pas qu'ils aient un master en neurosciences, d'accord? Ils ne deviennent pas des chercheurs là-dessus. Ça prend du temps en plus. Mais qu'ils aient au moins bien compris les fondamentaux et les notions de ce qu'on veut faire passer pour que le message qui est délivré derrière, qui est ce qui compte vraiment, soit convaincant, et que ça convainque les gens qui viennent participer à ces ateliers que effectivement on n'est pas des super-humains ou des super-héros. Se concentrer, c'est dur, c'est des efforts, c'est fatigant, et que notre cerveau ne sait pas résister aux distractions, et on montre en montrant comment c'est foutu dans le cerveau. Et ça, c'est bien parce que ça donne un socle un peu de solidité à... Juste, tu vois, on va pas dire faites ça, ça, ça. On explique pourquoi, en fait, on a tout intérêt à le faire, parce qu'on se met complètement en échec quand on fait pas ça. On n'est pas construit comme ça. De la même façon qu'on se pose jamais la question de si j'avais un 3e bras, je pourrais faire ça. Tu vois, on n'a que 2 bras, on va pas s'imaginer autre chose.
quand on comprend comment ça se passe dans le cerveau, c'est pareil. Tout d'un coup, on se dit, en fait, ça, c'est juste pas tout à fait possible. C'est pas complètement humain de vouloir faire ça. Mais comme on le sait pas, parce que c'est pas comme des bras qu'on peut voir, bah on croit à chaque fois que peut-être on va y arriver. Et après, on se flagelle, on se dit, j'y arrive pas, je suis nulle. Je suis tout le temps stressée. Bah oui, mais dans cette situation-là, en fait, c'est tout à fait normal. C'est pas toi qui es nul, c'est toi qui es un être humain, comme tout le monde. C'est tout. Et donc, il y a ce côté, je pense, très pédagogique de mieux comprendre comment fonctionne son cerveau et qui nous permet aussi, derrière, de le vivre bien mieux, quoi. Et d'être dans notre quotidien professionnel en meilleure santé, en meilleure performance aussi et en meilleure intelligence. Parce que c'est un intérêt quand même économique pour les entreprises d'avoir des salariés bien dans leur pompe, bien dans leur cerveau pour l'efficacité, la productivité, etc. etc. Complètement. Bah, c'est pour ça qu'on vient nous voir. Il y a le côté un peu sexy des neurosciences qui sont à la mode, donc on vient nous voir pour ça, mais la question de fond, c'est la même que toutes les autres. J'ai une question un petit peu, provocante, on va dire, provocatrice. Ouais. Est-ce que c'est pas vu un peu comme, comment dire ça, un truc de chochotte? Tu vois, genre, se préoccuper de tes émotions. Tu sais, c'est un peu... tu vois, c'est très à la mode de s'écouter, son nombril, tu sais, tout peut être expliqué, c'est mes émotions, prendre en compte. Enfin, tu vois, c'est très... c'est volontairement... Je comprends. Voilà. Non, mais je comprends tout à fait. Non, j'ai pas ce sentiment-là. Par contre, c'est clair que tu as des entreprises qui se préoccupent de ça en sachant qu'en fait, c'est central, tu vois. Si les gens régulent mal leurs émotions, qu'ils les comprennent mal, ça donne des ambiances assez pourries au quotidien. Et donc, ça impacte le travail, c'est sûr. Alors que si tu as des gens qui comprennent bien leurs émotions, qui les régulent bien, ben, ils vont mieux travailler dans leur quotidien. Donc, c'est tout. Et c'est un impact économique direct. Hein. D'accord. Donc, et tu as d'autres entreprises qui ne sont pas du tout sensibles. Pour qui, c'est pas le sujet de l'entreprise, toutes ces questions-là. On n'est pas là pour s'occuper de ton bien-être psychologique, quoi, d'une certaine façon. Et voilà. Et je ne sais pas s'ils ont raison ou tort. En tout cas, économiquement, ça a du sens de se dire qu'on peut accompagner les collaborateurs à ce qu'ils se sentent mieux. Et ça passe par un petit peu de développement personnel, ça va être ça. Et effectivement, ça peut être vu de façon, comme tu dis, chochotte, ou je ne sais pas quel terme utiliser là-dessus. Oui, c'est pas forcément le bon terme, mais un peu auto-centré. Mais non, en fait, c'est parce qu'un individu qui va bien, c'est aussi collectivement toute une structure qui va mieux. Donc, c'est pas auto-centré, c'est plutôt assez altruiste de faire ça, c'est très généreux. Et en tant que patron d'entreprise, ou d'assaut, ou de n'importe, l'intérêt économique qu'il y a derrière, il va se voir. Donc c'est voilà, je pense que ça peut être le cas, mais on travaille pas avec ceux qui, du coup, ils viennent pas nous voir, tu vois, j'ai envie de dire. Ah non, c'est des conneries. Non, mais voilà, je ne saurais pas. Je ne les côtoie pas. Et donc, il y a un autre pôle, donc, comme tu disais, donc, le pôle pour le vieillissement, enfin, la stimulation cognitive. Il y a les entreprises, il y a aussi l'éducation. J'ai vu, il y a une petite école à Nice, avec des petits péqueños. Oui, en fait, on a eu pareil, des demandes là-dessus, mais on n'est pas assez d'êtres humains dans cette entreprise pour faire tout ça. Sachant que nous, on a un modèle où on gagne de l'argent et du coup, on peut se payer. D'accord. Donc, on n'a pas levé de fonds. Je ne sais même pas si on était capable. On n'est pas... Tu as débuté, tu as lancé la Fabrique à Neurones avec... tu as mis toutes tes économies. Enfin, comment ça s'est passé? Oui, j'ai mis 8 000 € au capital. Moi qui ne fais très peu d'économies, même au jour d'aujourd'hui, je te le disais, j'ai 1 700 € d'économies sur mon compte. Donc on peut dire que je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Je suis un peu le quotidien au jour le jour. Sauf pour la Fabrique à Neurones, où là, je me suis révélée en chef d'entreprise beaucoup plus sérieuse et pragmatique. Voilà, exactement. Et je suis assez fière de ça, du coup. Mais j'ai mis les 8 000 € pour le capital. Et puis après, c'était parti. J'ai fait un prêt d'honneur chez Initiative Savoie, où là, j'ai eu 30 000 € de prêt à taux zéro. Alors, Initiative Savoie, c'est... C'est une organisation, c'est une association, en fait, qui aide les entrepreneurs en leur proposant des prêts qui ne sont pas comme le prêt à la banque qui a un pourcentage, qui a des intérêts, mais qui a des prêts à taux zéro pour leur permettre justement d'avoir de l'argent parce que ça, c'est pas tous les mois. Voilà, c'est pas facile tout le temps. Non. Donc tu as de l'accompagnement, c'est pas juste de l'argent que tu vas chercher, tu as aussi un accompagnement, il y a des mentors, il y a des gens à qui tu peux poser des questions, qui t'aident à construire ton budget, tout ça. Donc moi j'étais très entourée tout du long, entre l'incubation, l'accélération, l'initiative Savoie et autres. C'est ta famille du début qui est beaucoup et qui t'entoure. En fait, tu restes dans cette espèce de schéma de famille, beaucoup de monde pour... Mais voilà, plus professionnel, exactement. Et eux, du coup, ils ont
investi entre guillemets dans Marie Prévost pour la Fabrique à neurones avec 30 000 euros, puis après Initiative France, donc au niveau national, qui a investi 15 000 euros, donc qui a prêté ses sous, et ça permet effectivement de tous les mois qui sont très creux, même la première année où en fait tu fais pas le chiffre d'affaires de la première année, chez nous c'était 37 000 euros, donc ça couvre pas du tout des salaires, c'est très ridicule. Mais c'était très bien, j'étais très très fière, très contente, parce qu'en fait on a un marché, il y a des gens qui achètent, donc c'est que ça existe, quoi, et ça c'est super. Et donc sur ce modèle-là, on s'est retrouvé à dire le pôle éducation, d'accord, on a des demandes, mais il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie. Donc on a commencé à faire une formation pour les écoles maternelles avec quelque chose destiné vraiment aux 2 à 5 ans, avec une ludothécaire qui, elle, travaille beaucoup avec les petits. D'accord. Elle travaille aussi avec des personnes âgées, donc elle comprenait bien notre métier. Elle s'est d'ailleurs formée avec nous, elle est certifiée pour les ateliers de stimulation cognitive pour les retraités. Et on a construit cette formation pour justement commencer à initier, à comprendre son cerveau, gérer ses émotions chez les tout-petits. Donc c'est très différent de tout ce qu'on fait par ailleurs, parce que 2 à 5 ans, tu vas pas commencer à parler cerveau. Alors tes airs Mais c'est absolument génial, ça met juste des bons principes en place, ça aide par exemple à revaloriser la place du jeu qui est très importante, et à faire accepter aux parents que les enfants qui jouent toute la journée, c'est des enfants qui travaillent fort, de 2 à 5 ans par exemple, donc ça c'était un gros bout, donc c'était très chouette. Et il est en développement, ce pôle, avec Maëlys, qui est la 3e personne de la Fabrique à neurones, qui est arrivée le 1er octobre, qui est là pour un poste de recherche en fait sur un projet qu'on a décroché, sur un appel à projet pour 2 ans, donc on est très content. C'est un appel à projet de qui on n'a pas le droit d'en parler pour l'instant. On vient de signer et félicitations. Merci beaucoup. Et il y a une police, des règles assez strictes sur la communication là-dessus, donc on attend que ce soit officiel pour pouvoir en parler. D'accord. Okay. Voilà. Mais on est très content. Je ferai un ajout dans l'article toujours de Slice. Au fait, c'était eux. Voilà, exactement. Quand ce sera tout bien officiel. Et elle, après ce parcours-là avec nous, elle est sur un CDD pour ce poste de recherche. Elle va s'occuper de développer tout le pôle éducation parce qu'elle a un doctorat en neurosciences. Ah, elle est docteur aussi. Et oui, mais neurosciences de l'apprentissage. Donc c'est vraiment son domaine, et elle a fait après un diplôme ou un master d'ingénierie pédagogique. Donc vraiment, elle est complètement là-dedans et passionnée par ce sujet. Donc dès qu'elle finit ce gros projet qu'on a décroché là... elle sera sur le pôle éducation qui est complètement à développer pour les plus grands, pour les centres de formation, enfin voilà. Concrètement, ta journée type, une journée type dans ta vie. Déjà, est-ce que tu te considères comme une patronne ? Vous êtes 3 ? Ouais. Je suppose que quand tu as une entreprise avec 15 employés où tu dois gérer ça doit être quand même différent quand vous êtes que 3, dont ton associé et juste une personne. Est-ce que tu as vraiment l'impression d'être une chef d'entreprise ? Alors jusqu'à peu, en fait, pas tout à fait, tu vois, parce qu'on est si peu nombreux. Il y avait Clémence et moi pendant tout un temps. Donc l'idée, c'était, on discute un peu de tout, on décide un peu ensemble, on essaye. Alors plus ou moins, il y avait des choses que je décidais un peu toute seule, parce qu'on ne va pas tout faire tout le temps à 2, c'est du gâchis de temps. Et puis là, avec l'arrivée de Maëlys, tout d'un coup, ça commence à faire vraiment une équipe, même si c'est pas grand monde, on est 3. Et là, récemment, effectivement, tu vois, tout d'un coup, il faut décider de questions un peu de gouvernance d'entreprise, des questions de salaire, des questions d'augmentation, des questions de jours de travail, enfin plein de trucs comme ça, tu vois, en fait, que la loi t'indique, et puis aussi des demandes. Et là, tout d'un coup, en fait, j'ai compris que, en fait, je suis chef d'entreprise, c'est des décisions qui ne reviennent qu'à moi. Ouais. Tu vois, c'est pas, tu peux pas demander à la voisine, là, à l'autre salarié, qu'est-ce que tu penses de l'augmentation, toi ? Dis-moi. Et qu'est-ce que tu penses donc, c'est des sujets que je veux pas voir complètement fermés, mais c'est clair que il y a juste moi qui décide. Et donc là, j'ai commencé à comprendre ces derniers temps, où on a effectivement, Clémence avait décidé de s'en aller parce que les conditions n'étaient pas idéales pour elle. Donc c'est en cours, on ne sait pas trop quand. Là, j'ai réalisé qu'effectivement, en fait, il y a des choses qui appartiennent que à la chef. Et c'est devenu clair que ça y est, je suis une chef. Je voyais pas ça du tout comme ça, mais et puis j'avais pas très envie au départ, faut être honnête. Mais maintenant, voilà, je suis rentrée dans les chaussures. Quand tu as créé ton entreprise, c'était pas avec l'idée de tu veux être ton propre chef, c'est-à-dire ne pas avoir de personne qui te donne des ordres
ou à qui demander qui me à chaque fois que tu contraignent veux surtout. faire quelque chose. Voilà. Mais de là à te considérer toi comme la patronne qui va donner des ordres, c'est pas... Il y a un grand écart. Exactement. Moi, j'ai juste créé la boîte en me disant, je veux juste travailler sur un truc qui me que plaît, je kiffe, et en sortir un salaire. C'était vraiment, je voyais pas beaucoup plus loin que ça. C'était ça. Mais aujourd'hui encore, c'est ma motivation première, c'est-à-dire bosser sur des trucs qui m'éclatent au quotidien et avoir un salaire pour en vivre au quotidien. C'est tout. J'ai pas d'argent de côté, donc il me faut un salaire. Et ensuite, faire un métier génial, c'est cool. Et donc, je fais assez attention à ça, d'ailleurs, parce que le métier de chef, c'est aussi de l'administratif, des questions, tu vois, sur lesquelles il faut se former tout le temps. Tu te formes en continu, toi Alors, je me forme, et puis il y a des experts qui servent à ça, tu vois. Il y a des avocats, tu vois, qui sont là pour rédiger les contrats de travail. Merci, les avocats. Qui sont là pour faire les statuts de la société, le pacte d'associés, tous ces trucs-là. Il y a l'expert comptable qui s'occupe de la compta, qui me dit ce que je dois faire et qui m'explique à chaque fois que je lui demande quand je comprends pas des trucs. Mais sinon, il y a plein... Enfin voilà, je vais pas me former là-dessus, ça a pas de sens. C'est des métiers en soi. Après, il y a des trucs sur lesquels on se forme parce qu'on n'a pas encore les épaules pour embaucher sur des métiers, tu vois, le métier de communicant, la communication, le métier marketing. Voilà, on pourrait embaucher là-dessus si on avait des sous pour ça. On les a pas encore, ça viendra. Ça viendra, Et donc pour l'instant, on fait des petites formations. Alors c'est quoi c'est quoi communiquer sur les réseaux sociaux? Alors Instagram. Voilà. Alors Instagram, non, tu ne fais pas de politique. Tu montres des jolies photos. Ah d'accord. Donc voilà, c'est les petites formations qu'on va faire pour essayer d'être au point sur les métiers qu'on maîtrise pas du tout. Enfin, tu vois, on vient de la recherche. Moi, je me forme sur des choses un peu plus de management, de choses comme ça pour essayer de faire au mieux, ce qui n'est pas du tout évident, mais petit à petit, ça vient. Sur de la prospection, pareil. Comme je te disais au début, il a fallu apprendre, tu vois, c'est quoi la posture du commercial. Et puis, il ne s'agit pas d'aller vendre des aspirateurs, tu vois, t'as pas envie tu veux créer un vrai lien avec tes clients, vraiment répondre à des besoins, pas vendre juste pour vendre. Donc, et en fait, c'est possible. Donc, petit à petit, tu apprends ces choses-là et on se forme, quoi. Et je discutais donc dans l'épisode numéro 3 de Slice qui est sorti donc en mars 2021, je discutais avec Arnaud du fait que lui, il avait ressenti, tu sais, le passage de chercheur, docteur, à entrepreneur et que c'est un peu passé du côté obscur de la force. Il y a un peu cette idée au départ, non mais c'est vrai. Et qu'en fait, la recherche en France, c'est plutôt, tu dois travailler pour le bien de l'humanité, surtout pas en faire un job qui te rapporte de l'argent. Absolument. Parce que oula, t'es un paria, tu vois, t'es plus un vrai chercheur. Est-ce que toi aussi, tu as, vu que vous avez un parcours dans 2 secteurs différents, mais bon, tous les 2 doctorants, etc. Est-ce que tu as eu cette... Ah bah ouais, direct. Juste, je veux te dire que ton épisode de Slice, il est sûrement pas sorti en mars 2021. S'il est déjà sorti, c'était peut-être parce qu'on est en février, là. Non, si, je vais le sortir en mars. Ah, excuse-moi. J'en parle parce que toi, tu sors après. Parfait, super. Oh là là. Ah, excuse-moi, je vais laisser ça dans l'épisode. Tout d'un coup, j'ai eu un bug, je me dis, elle dit mars, vraiment? Oui, parce qu'on tourne pour après, non? Mais oui, t'es forte, excuse-moi. Attends, moi, je suis déjà une professionnelle. Ah ouais, moi, je suis loin, excuse-moi. Donc, pour répondre à ta question, oui, complètement. C'est-à-dire qu'en étant chercheuse, vraiment, même le côté recherche fondamentale, donc même pas appliquée, tu vois, c'était le Graal, quoi. Tu fais de la recherche pour la beauté de la recherche, pour comprendre des choses, pas pour en faire une application utile au monde après. J'étais un peu dans ce milieu-là. Et je me suis rendu compte, en lançant la fabrique à neurones et en devenant, je suis restée... chercheuse associée au dernier laboratoire de neurosciences dans lequel je bossais. Donc, j'ai toujours un statut de chercheuse associée à ce laboratoire. Là encore, à l'heure actuelle ? Ouais. Sauf que la recherche que je mène, en fait, il faut toujours qu'elle soit en collaboration avec un chercheur permanent, un chercheur qui est payé à faire ça, quoi. D'accord. En gros, parce que, bah oui, moi, maintenant, je fais pas vraiment de la recherche. Encore Non, là, on publie pas, on va publier, mais en fait, on continue avec cette chercheuse Sophie Portra qui travaille à l'Université de Grenoble-Alpes. On évalue, en fait, l'impact de nos ateliers de stimulation cognitive, donc pour le pôle prévention, sur donc l'effet réel sur les gens qui participent. Parce que c'est bien beau de dire faites ça et ça va vous maintenir en forme, même si ça a été construit exactement sur la littérature scientifique et qu'on sait que ça a un impact positif, parce que c'est pas possible autrement. Mais en fait, pour le savoir vraiment scientifiquement, il faut le montrer. Tu vois, il suffit pas de le dire, tu vois, sinon c'est pas de la science. Voilà. Donc c'est croyez-moi sur parole. Exactement. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a ces études en cours, mais ça fait 2 ans qu'on est dessus et ça prend un peu de temps parce que pour avoir 100 ou 200 participants, ça prend du temps parce que j'ai pas de quoi mettre 100 000 € pour que l'étude soit faite rapidement. Donc voilà, ça prend du temps.
Et donc là, auprès de mes anciens collègues, j'ai vu aussi certaines réactions, tu vois, elle monte son entreprise, elle en fait un commerce, et donc on sent tout de suite une méfiance de se dire, il y a conflit d'intérêts, quoi. En fait, le but du jeu pour toi, c'est quand même de vendre maintenant. Ouais. Et donc j'ai senti un peu ça, donc ça me gêne pas du tout, je l'ai pas senti beaucoup, hein, je dois dire, c'était juste quelques petits trucs comme ça, mais j'ai senti ça, et j'ai compris aussi, moi en me reprojetant dans la posture dans laquelle j'étais avant, je vois bien que des chercheurs qui sont à la fois, qui travaillent avec des grosses entreprises par exemple, tu te dis, bon, est-ce qu'ils reçoivent de l'argent, est-ce qu'il y a un truc, est-ce que leur recherche elle est complètement vraiment sans conflit d'intérêt ou pas, et effectivement c'est légitime de se poser cette question. Moi la chance que j'ai, c'est que c'est Sophie qui prend toutes les décisions sur ce qu'on fait, comme ça moi j'ai pas à me dire ah non on publie pas si c'est pas beau, c'est elle qui décide de tout, si c'est pas beau on publie et c'est tout, c'est la réalité. Donc ça je me suis dédouanée complètement de ce conflit-là. C'est pas moi qui m'en occupe et c'est elle qui s'en occupe. Et elle, comme elle touche rien, elle fait ça parce que ça l'intéresse. Tu vois, c'est parfait. On a un deal idéal. D'accord. Voilà. Et toi, concrètement, ta journée, une journée dans ta vie ou une semaine dans la fabrique à neurones, comment t'organises ton temps ? Alors, le temps, c'est... on a quelques événements obligatoires de la semaine, c'est la réunion d'équipe, 2 heures, où là, on se donne des nouvelles de ce qu'on a fait dans la semaine, on fait un petit reporting de comment on a avancé, les questions qu'il y a à débattre avec les autres, prendre un avis sur un client, sur un truc qu'on est en train de développer, donc chacun a un peu ses missions. On prend un peu ce pouls-là pendant la réunion et ça permet de savoir, tu vois, de garder un peu ce lien. Et puis après, le reste de la semaine, c'est beaucoup ponctué par des rendez-vous. J'ai beaucoup de rendez-vous avec les uns les autres, en fait, des clients, mais aussi des partenaires. Le côté un peu recherche, donc c'est les étudiants qui travaillent dessus, Sophie avec qui je travaille. Là, on commence à travailler avec mon ancien labo d'économie appliquée. Il y a une thèse CIFRE qui va démarrer. Une thèse CIFRE. Donc les thèses CIFRE, c'est des thèses qui sont en partenariat avec une entreprise. Donc là, c'est la fabrique à neurones, l'entreprise. Et qui finance en fait la thèse du doctorant qui commence. Donc là, il y a une doctorante qui va commencer. Donc ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Et puis de l'administratif, des emails, beaucoup d'emails, un peu de fond quand j'arrive sur... moi, je gère particulièrement le pôle entreprise. Donc là, ça va être améliorer des choses, développer des nouveaux ateliers. Là, on a développé un atelier sur le télétravail, tu vois, les neurosciences du télétravail, parce que c'est très en demande et c'est intéressant de savoir ce qui se passe et pourquoi c'est difficile parfois le télétravail. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu mon quotidien fabrique à neurones, des conférences, des interventions pour avoir de la visibilité, voilà. Ouais, c'est plutôt cool. Tu voyages beaucoup ? Je voyage pas énormément depuis mars. Oui, bon. Ah bon ? Mais sinon, tu vois, l'année 2018, j'étais 3 fois à Montréal, c'est très chouette, parce qu'on avait, j'ai des contacts que j'ai gardés là-bas, donc j'ai eu des petits contrats, c'était très sympa. C'était pas hyper rentable, mais c'était vraiment pour le plaisir. Et après, en France, tu vois, je vais voyager, je vais aller à Paris très régulièrement, et puis Lyon, toute la région, Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup la Savoie, parce qu'on a beaucoup d'associations, des centres sociaux, des municipalités avec lesquelles on travaille ici. Donc, en temps normal, en tout cas, je suis pas mal en mouvement, donc je me déplace pas mal sur le territoire. Mais depuis un an, comme tout le monde, beaucoup moins. T'as des projets en cours, des choses qui arrivent, des actus Ouais, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Donc, à part ce gros projet dont je ne peux pas parler, c'est bien dommage. Donc, c'est pas intéressant de l'entendre comme ça. Mais sinon... Mais c'est un gros projet. Mais c'est un gros projet. Non, sinon, l'année dernière, on n'a pas pu le tester auprès du public, mais on avait un parcours ludique sur la mémoire qui se veut mobile, qui peut aller un peu partout, et c'est entre l'exposition et les jeux grandeur nature. D'accord. Et c'est autour de la mémoire pour que les retraités et les enfants, à partir de 7 ans, comprennent ce que c'est que la mémoire. Et c'est pareil, c'est comme d'habitude, c'est notre méthode, donc c'est ludique, un peu fun, et puis ça donne de l'information. Et ce parcours, on l'a tout construit grâce à un financement de la conférence des financeurs. C'est le département, en gros, qui distribue ses sous. Et on n'a pas pu l'ouvrir au public parce que plein Covid, impossible, surtout population fragile, enfin voilà.
Et cette année, par contre, du coup, on va pouvoir le faire tourner un peu sur le territoire. Et donc ça me fait hyper plaisir parce que c'est hyper frustrant de passer 1 an à travailler avec plusieurs partenaires sur ce projet. Il y a une start-up de réalité virtuelle qui a travaillé dessus. Il y a une association qui s'appelle Art for Science qui, elle, fait plutôt de la collecte de fonds pour aider la recherche en neurologie. Il y a une ludothécaire, les jeux grands ouverts, Stéphanie Berthaud, qui a aidé à faire des sélections de jeux vraiment spécifiques pour ça, pour que les gens aient des choses avec quoi repartir à la maison. Il y a Marielle qui est juste bénévole, Marielle Visini, et qui nous a donné un petit coup de main là-dessus parce que ça lui faisait plaisir. Il y a 2 chercheurs, Sophie Portra, Pascal Hott. Je mettrai les liens également. Ouais, donc voilà, c'est juste pour dire, je cite tout le monde. Mais ce parcours, voilà, il me tient à cœur parce qu'il est chouette et il n'a pas pu vivre encore. Et cette année, il va enfin vivre parce qu'on va pouvoir le faire tourner normalement au printemps. D'accord, ouais. On se donne le plus de chance que là, c'est possible. Voilà. Et après, les autres nouveautés, c'est quand même le fait que toutes les formations là sont en e-learning. On a utilisé une plateforme pour que les gens puissent se former à distance, mais pas d'un truc bien, quoi. Un truc efficace qui leur permet... Il y a des cas pratiques, il y a des quiz, il y a du feedback en temps réel. Donc, c'est pas juste regarder des vidéos derrière sa caméra, derrière son écran, pardon, qui est parfois un peu ennuyeux. C'est vraiment là plus de choses où ils sont engagés dans le processus, ce qui leur permet d'apprendre vraiment bien pour de vrai. On a mis toute la formation qui est certifiante à la fin, une fois qu'ils valident la certification, en ligne. Donc ça, c'est un peu la nouveauté de l'année. Covid oblige. Hein. Ah bah là, il a fallu se réinventer. C'est ça, comme tout le monde. Ok. Ouais. Et t'as eu peur parfois pour la fabrique à neurones ? Ah ouais, l'année dernière, j'ai eu peur là. C'était chaud parce qu'on avait à la fois la situation avec mon associée Clémence où elle voulait un peu plus, mais on n'avait pas les moyens, donc c'était compliqué. Et en même temps, effectivement, le Covid passe par là. Oui. Donc les sous sur le compte en banque diminuent, la trésorerie diminue. Ouais. Et là, je suis là, c'est l'angoisse. Donc je vais chercher un prêt à la banque qui, en fait, ne se déclenche pas du tout de suite parce qu'ils sont quand même un peu en vacances aussi. Donc il a fallu attendre. Je vais chercher les prêts à 0% de la région. L'État avait débloqué des sous. Pareil, là, en fait, il me dit, ouais, c'est sympa, mais il y a au moins un délai de 2 mois. Je fais, mais en fait, c'est maintenant qu'on est dans le rouge. Comment on fait ? Merde. Et j'avais anticipé des choses qui devaient arriver plus tôt, qui ne sont pas arrivées parce qu'il y avait des lenteurs pour tout le monde. La Covid, ça a changé tout pour tout le monde. Donc, c'est la faute à personne, c'est juste que c'est comme ça. Et effectivement, tu vois, le 4 janvier, je commence l'année avec 4 000 € sur le compte. Donc, on ne va pas payer les salaires comme ça, tu vois, ça va être compliqué. Et heureusement, du coup, les prêts sont arrivés. Ça nous a donné une petite respiration. Le premier prêt, puis le deuxième prêt. Et comme là, on a signé le gros contrat, on se dit... Ok, donc là c'est bon, on respire à nouveau, on a des belles perspectives parce qu'il y a d'autres contrats qui arrivent. Ouais. Donc on a commencé à avoir des réponses sur 2 contrats qui sont tombés, ça c'est bon aussi. Tu peux en parler ou Oui, tout à fait. Donc 2 contrats, c'est des appels à projets du département, le même qu'a financé le parcours ludique sur la mémoire. D'accord, ouais. Où là en fait on a un financement pour faire tourner à nouveau ce parcours ludique et pour animer des ateliers cognitifs. Et ça c'est vraiment le département de la Savoie. Là la Savoie va être inondée par nos ateliers, on est ravis. Donc c'est assez chouette. Non, c'est des beaux contrats, c'est des appels à projets en fait qu'on a gagnés, donc on est content. Et puis il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore, mais sur lesquelles on a déposé aussi des demandes sur des appels à projets. Et on espère. On croise les doigts. Voilà, très exactement. Fort, etc. Exactement. Et puis il y a Orange, non aussi. J'ai vu une petite. Oui. Mais quand même. J'ai vu un petit post passer. C'est que t'es au courant quand même. Attends, je bosse mes interviews, madame. Et ouais. Donc, la réalité, c'est que on a fini l'accélérateur du village Baïséa en décembre. Ah d'accord, ok, c'est un temps... Oui, c'est une accélération, donc ça dure 2 ans, 2 ans et demi. Donc moi, j'aurais fait 2 ans et demi dedans. Et après ça, on est censé libérer un peu. Il nous vire, exactement. Pas complètement, parce que je suis toujours alumni. Donc je peux venir aux ateliers, je peux toujours faire partie un peu de l'écosystème, mais je peux pas avoir mes bureaux chez eux. Okay. Ils ont des logos magnifiques, tellement beaux. Donc je peux plus rester là-bas à temps plein. Et donc je me dis, ok, donc là c'est un peu fini l'accompagnement et le soutien que j'avais de ce côté-là. Et c'était un soutien pas mal, parce que tu as une personne qui est banquière de métier, dans l'innovation évidemment, et une personne qui est plutôt qu'un entrepreneur, tu vois, qui est bon en accompagnement, en stratégie, business model. Donc, tu vas les voir à chaque fois que tu as un problème, en fait. Hein, et tu dis, qu'est-ce que tu en penses ? Ah, là, je dois faire ça. J'ai un pitch devant les banquiers. Et voilà. Et donc, Orange, en fait, avait un programme là-dessus sur lequel j'ai postulé. J'ai été sélectionnée et ça m'a fait hyper plaisir. Et là, pareil, c'est à nouveau de l'accompagnement.
des mentors, de l'accès à des journées d'ateliers. Et en fait, c'est encore de la formation et encore de l'accompagnement et aussi de la mise en réseau, toujours avec des clients, forcément. C'est toujours un peu de réseau aussi. Mais ce que j'aime beaucoup, comme depuis que j'ai commencé la Fabrique à Neurones, c'est le fait d'avoir aussi des professionnels avec qui échanger sur leur métier qui ne sont pas mes compétences de base à moi. Donc moi, je fais que me former dans le temps, petit à petit, sur le tas un peu. Et puis d'autres entrepreneurs femmes, pour le coup, parce que c'est pour les femmes, avec qui tu peux partager tes expériences, poser tes questions, dire toi comment tu fais dans ce cas-là. Et il y a un peu tout, quoi. La personne qui est seule à son compte jusqu'à celle qui a 100 salariés et qui a monté sa boîte il y a 2 ans. Donc c'est un mélange comme ça très enrichissant. Et voilà, donc ça me va bien. Et probablement, quand je finirai les femmes entrepreneurs d'Orange, je trouverai un autre organisme d'accompagnement ou avoir de l'accompagnement pour continuer d'être formée et d'apprendre. Enfin voilà, j'ai fait je sais pas combien d'années d'études. Je pense qu'en fait, je veux pas m'arrêter, quoi. Ouais, en fait, t'arrêtes jamais d'apprendre, mais c'est bien aussi ça. Tu t'appliques à toi-même la stimulation cognitive. Absolument. Et l'apprentissage pour jamais. Ah là, t'es stimulé. T'es vachement stimulé. Exactement. Non, mais c'est vrai. Tous les petits trucs à résoudre, Mais ouais, voilà, c'était ma seule... la petite peur de la Fabrique à Neurones, ça a été là, vraiment cette fin d'année. Et il y en aura sûrement d'autres, mais là, on est reparti bien, la février, c'est pas mal. Ça se passe bien. Ouais, il y a des... Enfin, ça se passe bien. On n'est pas encore genre, c'est bon, on est tranquille, tu vois. Mais c'est reparti, alors qu'il y a eu un moment où je me suis dit, je suis pas sûre qu'on passe le cap. Donc, c'est déjà bien. Et t'étais prête à faire all-in, mettre... Ah oui. Moi, vraiment quoi, hein, les 8 000 € que j'ai mis au début, si je les revois jamais, je m'en fous un petit peu, tu vois. Je fais vraiment ça parce que ça y est, c'est mon petit bébé, je porte ce truc-là, je trouve que ça a du sens, que ça vaut le coup de se lever le matin pour faire ça, que je vois l'impact que ça a sur les gens qui suivent nos ateliers, où on a des témoignages de ouf, quoi, avec des gens qui viennent quasiment en larmes, qui disent, mais... voilà, j'ai repris confiance en moi, quoi. Je sais que je suis capable. Et bon, voilà, il n'y a rien de mieux. Oui, c'est gratifiant. Ouais, voilà, c'est vraiment génial. Et puis, on a créé un réseau aussi de certifiés assez unis. Vous êtes combien ? Ils sont combien Là, ils sont, je ne sais plus, 27, 20 quelque chose, pas 30. J'ai fait les comptes il n'y a pas longtemps pour me rendre compte qu'il y avait certaines personnes que je croyais étaient certifiées et qui ne le sont pas. Et on est à peu près ce nombre-là. Et c'est un beau réseau, en fait. Il y a des gens dont on n'entend pas trop parler, parce qu'ils sont dans leur structure à gauche, à droite en France. Et il y en a d'autres qui sont assez présents, dont on a des nouvelles, dont on prend des nouvelles souvent, qui viennent au séminaire, qu'on organise 2 fois par an. Et donc, c'est génial, parce que là, c'est vraiment... de la belle intelligence collective où les gens partagent leurs propres expertises. Nous, on leur donne ce qu'on sait des neurosciences pour qu'ils continuent à monter en compétences là-dessus. Et ça, c'est des trucs sympas, quoi. Tu vois, c'est des bons moments. Donc, voilà, moi, je fais mon métier juste pour ça. Maintenant, il faut... Tu kiffes. Voilà, je kiffe. Mais il faut que ça devienne vraiment une entreprise qui vit et qui continue de croître un peu pour avoir les moyens de faire tout bien comme je veux, comme on veut. T'aimerais atteindre quoi ? Enfin, je veux dire, dans 5 ans, on va dire, où est-ce que t'aimerais voir la Fabrique à Neurones ? Dans 5 ans, j'aimerais bien qu'on soit une petite équipe de 5-6, tu vois, avec peut-être des partenaires, des prestataires sur des projets, tu vois, qui viennent renforcer l'équipe quand il y a des besoins. Et le rêve, dans 5 ans, ce serait qu'on soit international et que, on ait, je sais pas... que ta méthode tu vois, une 50aine de certifiés par an, quoi, des gens qui se certifient et que partout en France, la stimulation cognitive, déjà pour les retraités, ce soit un truc évident et acquis, quoi, que c'est important, comme de faire du sport, comme de bien manger pour vieillir en bonne santé. Il faut aussi prendre soin de son cerveau et le stimuler. Que dans les entreprises, on ait aussi, tu vois, cette bonne... notion de pas chochotte, mais de bien vivre et de bien travailler. Exactement. Et puis, il y a tout le truc éducation à faire, mais c'est vrai que c'est tout ce pôle-là... c'est important, nous, à l'école, on ne nous apprenait pas cette méthodologie, mais comprendre... Il y a des belles études qui montrent que quand tu comprends un peu le fonctionnement de ton cerveau, que tu as une bonne métacognition, et derrière, tu as des meilleures notes à l'école, tu as plus de succès dans la vie et puis tu vis mieux, tu vois, tu as une meilleure qualité de vie parce que
tu vois, au lieu de te poser des questions sur des trucs que tu comprends pas, tu sais pourquoi c'est difficile de mémoriser ou de se concentrer, tu gères mieux tes émotions aussi si tu comprends ce que c'est qu'une émotion, pourquoi elle est là, que c'est pas juste pour t'embêter, mais c'est parce qu'au départ c'est pour t'aider à survivre. Donc tout ça, je pense qu'on peut l'enseigner à l'école de façon un peu rigoureuse et utile. Donc là aussi, il y a un gros boulot à faire et ça va me faire plaisir de participer à ça. Voilà. Et de monter ça. C'est ça, exactement. Ok. Sur le plan perso, tu as d'autres projets ? Sur le plan perso, voilà, avec mon compagnon, on est bien. Chambéry, ça se passe bien. C'est une ville que j'ai découverte il y a 4 ans en arrivant. D'accord. Pareil, avec les montagnes autour. Donc les projets qu'on a, projets simples, hein, voyage. Enfin, voyage. Voilà, dans une autre vie. Non, mais continuer de découvrir d'autres horizons, d'autres personnes, d'autres cultures. Je trouve ça... Moi, j'ai pas perdu mon goût en allant à Montréal et en revenant de découvrir autre chose. Donc on fait des petits voyages, mais voilà, rien de... Après, j'ai mon quotidien, mes petits hobbies. Moi, j'aime bien fabriquer des trucs, je dessine, je découpe du bois, je fais des boîtes, voilà. Tu couds ? Je couds aussi, il y a une magnifique machine à coudre Singer d'époque. Old school, magnifique en face de moi. Ouais, je couds des petits trucs, ça me prend la housse d'ordinateur que je vais offrir à Noël. C'est plus pour offrir, je fais peu de choses pour moi, mais je vais faire la housse pour protéger l'iPad, je vais faire un petit sac, voilà. Ça détend, ça permet de se focus, c'est un Carrément. truc un peu méditatif aussi, ouais, complètement. S'occuper les mains, ne pas penser hyper réflexion tout le temps, genre exactement. Ça tourne, tu sors complètement de ta tête, exactement. Mais depuis que je suis petite, quoi, les arts manuels, je trouve que c'est l'art plastique, tu vois, je sais pas comment on appelle ça. Les travaux manuels, voilà, moi j'ai toujours adoré vraiment, et c'est des moments où effectivement tu penses à rien, t'es dans l'instant, t'es juste concentré sur ce que tu fais et c'est hyper agréable. Et surtout, tu vois tout de suite le résultat de ton travail, tu vois, donc parfois t'es pas hyper fier. Ok. C'est dégueulasse, mais c'est pas là, c'est moi qui l'ai fait. C'est pourri, c'est pas grave. Et d'autres fois, t'es hyper fier et t'es là, c'est moi qui ai fait ça. Tu vois, là, ça fait 4 heures que je suis dessus et je viens de produire ce truc-là. C'est gratifiant au possible. Et ça, c'est cool. Ok. Voilà. Si on a des auditeurs, j'espère qu'on aura beaucoup d'auditeurs. On le souhaite, croise les doigts. On le souhaite. Pour nos auditeurs, est-ce que tu as un petit mot de la fin, des conseils, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit après c'est vrai que ton parcours est pas commun parce que neuroscientifique qui monte une boîte dans les neurosciences, c'est pas genre je sais pas, je suis un spécialiste du roulement à billes et je vais faire des super roulements à billes. Tu vois, c'est un peu moins tangible, on va dire. Donc justement, si tu as quelqu'un dans sciences sociales ou dans les neurosciences, est-ce que tu as des conseils, qu'est-ce que tu pourrais dire c'est pas facile. Moi, franchement, au début, je savais pas où j'allais. J'allais jour après jour, mais toute ma vie a été comme ça. Juste, je pense, je saisis des opportunités, ça se passe très bien pour moi. Mais je dirais que, et je le répète souvent, mais ce que je trouve le plus utile de tout mon parcours-là, c'est d'avoir été accompagnée. Donc, toutes ces structures-là, incubateurs, étudiants entrepreneurs, accélérateurs, toutes femmes entrepreneurs. La formation à Grenoble. Exactement, tout ça, pour moi, ça a été précieux parce que ça te met le nez dans... non, là, tu rêves un peu, tu vois, faut être concret. ça te forme, tu vois d'autres personnes qui font ça aussi, donc t'es pas seul dans ton coin. Et pour moi, c'est un truc essentiel. Et après, que tu sois, effectivement, en sciences sociales, en littérature ou autre, il y a plein de bonnes idées, tant que ça répond un peu à un besoin des gens et que c'est pas juste parce que t'as vraiment envie de vendre ça et qu'il y a personne que ça intéresse, là tu t'en rendras compte vite de toute façon. Mais si ça répond vraiment à un besoin de quelqu'un, un besoin de voir du beau, un besoin d'entendre des choses sympas, un besoin de... Tu vois, ça n'a pas besoin d'être un besoin, il faut manger ce soir. Il n'y a pas de raison, quoi. Et je pense que les sciences sociales ont plein de trucs à apporter. On n'y pense pas souvent en termes d'entrepreneuriat, on pense plus aux ingénieurs, à l'industrie, à des choses comme ça. Mais en fait, il y a beaucoup de beaux projets qui viennent des sciences sociales, qui peuvent être hyper intéressants. Donc voilà, je dirais de s'entourer. Ce serait mon conseil. Et lancez-vous. Et lancez-vous, absolument. Est-ce que tu crois qu'on a fait le tour ou tu as des sujets que tu aimerais aborder, qu'on n'a pas abordés j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé de moi. Je pense que... en même temps. Oui, c'est vrai. Mais non, je sais pas, un petit mot de la fin, Marjo. C'est toi, attends. C'est vrai. Non, je sais pas, merci beaucoup. Je suis très flattée d'avoir été interviewée sur ton Moi, j'ai slice. quand même
une question. Pourquoi avoir fait une entreprise et pas une association ? Ah ouais, ça je me suis posé la question, je me pose encore la question aujourd'hui si je vais pas... Non, c'est vrai, créer une association. En tout cas pour des choses comme le pôle prévention, peut-être pas le pôle entreprise, mais vraiment en fait il y a clairement là-dedans un but qui est non lucratif, quoi. C'est juste de l'utilité sociale, c'est aider les gens à mieux vieillir, voilà, c'est une question en fait qui ne devrait pas être une question de rentabilité ou d'argent. Sauf que quand tu crées une association, il faut un président, un trésorier qui ne peuvent pas être payés par l'association. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi qui voulais me payer un salaire, tu vois, il fallait que je trouve un président, un trésorier pour payer moi, Marie qui serait directrice ou je sais pas quoi. Et ça me paraissait un peu compliqué, là, un petit peu... Bon, je sais que ça existe partout, en fait, il y a plein de gens qui font ça, mais ça m'allait pas. Donc, j'ai décidé de créer une entreprise. Parce qu'une entreprise, tu peux être le chef, le créateur, le fondateur, et te payer. Donc j'ai fait ce choix-là, vraiment juste pour ça. Et aussi, donc, le choix de la SAS, c'est parce que j'avais droit à la sécu normale, et pas la sécu des indépendants, voilà, ou un truc comme ça. Mais je me pose effectivement la question de ça. Et en fait, on a changé nos statuts pour qu'ils s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. D'accord. On a fait ça l'année dernière. Donc, c'est-à-dire concrètement... Concrètement, ça veut dire qu'il y a un plafond de salaire, par exemple. Le plus gros salaire ne peut pas dépasser 10 000 et quelques euros. Donc, il y a grave de la marge. On en est vraiment très loin. 10 000 euros comme salaire. Très, très loin. Mais ça met des limites que je trouve très bien parce qu'en fait, il y a un moment, ça n'a plus de sens d'augmenter de niveau de vie à ce point-là. Enfin, pas de niveau de vie, de salaire à ce point-là. Et puis, il y a aussi une obligation de reverser, quand tu as des bénéfices, une certaine somme dans l'entreprise. Tu ne peux pas tout sortir en dividendes pour que, du coup, l'entreprise soit pérenne. Enfin, il y a des très bonnes valeurs auxquelles on correspond. Et donc, ça faisait juste sens de le marquer dans les statuts de la société pour dire on n'est pas juste là pour faire du fric. Tu vois, c'est pas pour ça qu'on a créé la boîte. Des chercheurs aussi, bon, un peu moins. Beaucoup, beaucoup moins depuis que j'ai lancé cette entreprise. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à avoir un pied dedans. Et en fait, voilà, là, on va demander l'agrément ESUS, qui est un agrément qui montre que tu es vraiment impliqué dans l'économie sociale et solidaire et que tu as une utilité sociale, ce qui est vraiment le cas, je pense, avec le pôle prévention et puis le pôle éducation après. Et même le pôle entreprise, qui œuvre pour la qualité de vie au travail. Et donc ça, c'est aussi un peu une façon de me réconcilier avec le fait qu'on n'est pas une association, mais je pense que ça aurait été pas mal. Mais les statuts, la façon de faire légalement ne convenait pas, quoi. D'accord, ok. Voilà. C'était un bon mot de la fin. Un super mot de la fin. Merci Marjolaine. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir échangé avec moi, de nous avoir parlé de la fabrique à neurones. Je te souhaite plein de bonnes choses, que ça marche, que ça fonctionne, que voilà, on apprenne ensemble à mieux vieillir et puis qu'on apprenne à nos enfants à mieux apprendre aussi en étant dans la bienveillance et dans voilà, parce que je pense que c'est aussi le maître mot de la fabrique à neurones, la bienveillance. Voilà, donc merci encore de m'avoir accordé ce temps. Maintenant, on va devoir laisser les auditeurs parce que l'apéro nous attend. Mais carrément. Il faut bien te remercier d'être venu jusqu'ici. Donc merci encore. Merci à toi. À très bientôt. À très vite. Bientôt sur Slice. C'est ça, bye bye. Salut. Merci encore à Marie et à Olivier de m'avoir accueilli chez eux à Chambéry avec un gâteau au chocolat et du très bon vin. Comme d'habitude, vous trouverez de plus amples informations sur le site de Slice, www.slice-lepodcast.fr. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et comme d'habitude, jusque-là, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à lui laisser 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Rejoignez-nous également sur la page LinkedIn de Slice le podcast.